Liam est un employé de bureau épuisé qui n'a pas eu une nuit complète de repos depuis presque une décennie, et son travail ressemble à un jeu de survie incessant dirigé par des sociopathes en costume. La seule raison pour laquelle il tient encore debout est l'amour de sa femme et de sa petite fille. Lorsqu'il rentre enfin de son travail, Mika l'accueille chaleureusement à la porte et il demande des nouvelles de leur fille, Kanami. Mika lui dit « Elle dort déjà ». Mais apparemment, elle a passé toute la journée à la supplier pour un chien. Elle a vu un Shiba Inu chez son ami et maintenant, elle en est complètement obsédée. Liam n'est pas sûr qu'il puisse gérer la dépense supplémentaire, mais après avoir jeté un coup d'œil au visage paisible de Kanami endormie, il commence à penser qu'un chiot ne serait peut-être pas une si mauvaise idée si cela pouvait la rendre heureuse, même s'il doit prendre plus de garde et faire des heures supplémentaires. Travail. Le lendemain, Liam emmène Kanami à l'animalerie et la façon dont ses yeux s'illuminent en vaut la peine. Mika est surprise que Liam ait cédé alors qu'il est déjà débordé de travail, mais cela ne le dérange pas. Si sa femme et sa fille sourient, il peut faire face à tout ce que la vie lui réserve, ou du moins, c'est ce qu'il se dit. De retour au bureau, Liam est à nouveau confronté à la réalité. Son patron lui crie dessus à propos d'un rapport manquant. Liam lui rappelle calmement qu'il a été soumis jeudi, mais comme le patron a passé cette journée à faire la tournée des clubs, il ne l'a jamais vu. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Liam prend le blâme comme toujours. Son quotidien au travail est un véritable chaos toxique. Les supérieurs lui rejettent tout et ses subordonnés le piétinent, lui volent le mérite, esquive la responsabilité et le jette sous le bus à chaque occasion. Cependant, peu importe à quel point c'est difficile, franchir la porte d'entrée et voir Mika et Kanami l'attendre le redresse toujours. Mais le lendemain, en se rendant au travail en train, Liam reçoit un message de son amie Nita. Nita parle d'un tout nouveau modèle de Gundam qui vient de sortir et supplie Liam de l'aider à en attraper un avant qu'il ne soit en rupture de stock. Liam rit, pensant à quel point Nita est toujours un fanboy acharné et décide de lui rendre ce service. Il descend du train et sort Google Maps en essayant de localiser le magasin. Mais la zone est inconnue et il finit par être complètement désorienté. Alors qu'il scrute les rues à la recherche de quelque chose de reconnaissable, il aperçoit soudain Mika assise de l'autre côté de la rue dans un café en plein air, riant et souriant avec un autre homme. Au début, Liam est figé parce que son cerveau refuse de comprendre ce qu'il voit. Mika lui avait dit qu'elle emmenait Kanami à son entraînement d'escrime aujourd'hui, et pourtant, ici, Mika s'amuse bien. Alors, il se demande ce qui se passe. Ce soir-là, Liam est rentré du travail et a demandé à Mika comment s'était passée sa journée. Elle a répondu sans hésiter, juste là, comme d'habitude. J'ai déposé Kanami à son entraînement d'escrime, rien de spécial. Liam était prêt à la confronter, à dire ce qu'il avait vu, mais à la place, il a simplement hoché la tête, prétendant que tout allait bien. Il ne voulait pas détruire sa vie de famille heureuse. Alors, il s'est dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'il était fatigué, ou peut-être que ses yeux lui jouaient des tours, car il n'y a aucune chance que Mika le trahisse ainsi. Le lendemain au travail, il avait besoin de se changer les idées. Alors, il a essayé de mettre son ordinateur en veille avant de partir. Mais comme toujours, le système a bugué. Donc, il l'a complètement éteint et est parti se promener. Il s'est retrouvé dans le même endroit où il l'avait aperçu hier. Au début, il a ressenti un soulagement parce qu'elle n'était pas là, mais ensuite, il a entendu sa voix à proximité. Elle est au téléphone en riant doucement. Elle a même amené Kanami et a ensuite rencontré un homme mystérieux. Liam se dit que le gars doit être un ami, quelqu'un de proche ou quelqu'un que Kanami aime. Jusqu'à ce qu'il entende sa fille appeler l'homme « papa ». Ce mot frappe plus fort que tout ce que son patron lui a jamais lancé. Il reste immobile pendant un moment, engourdi. Puis il retourne au travail, comme si de rien n'était, et continue à essayer de se trouver des excuses dans sa tête. Peut-être qu'ils font semblant, peut-être que c'était juste un ami très proche qui aimait jouer le rôle de son père quand il n'était pas là. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Juste à ce moment-là, son patron a surgi et a commencé à lui passer un savon pour ne rien faire. Liam dit calmement que son ordinateur prend du temps à redémarrer, car le mode veille est instable, et pour des raisons de sécurité, il l'éteint toujours pendant les pauses. Le patron s'en fiche et lui dit qu'il devrait sauter ses pauses s'il ne pouvait pas s'organiser. Mais avant même qu'il puisse digérer cela, son téléphone sonne. C'est Mika et elle lui dit que Kanami a eu un terrible accident. Sans réfléchir, Liam sort précipitamment du bâtiment et se précipite à l'hôpital. Quand il est arrivé, il a demandé où se trouvait Kanami, alors Mika lui a dit qu'elle était déjà en chirurgie. Un médecin est bientôt sorti et a demandé s'ils étaient les parents de Kanami et tous deux ont répondu oui. Le médecin a expliqué que Kanami avait besoin d'une transfusion urgente et a demandé leur groupe sanguin. Liam a dit AB positif
et Mika a dit O négatif. Le médecin a hoché la tête et a dit à Mika de le suivre. Liam s'avance confus et demande pourquoi ils ont besoin de Mika et pas de lui, alors le médecin répond que Kanami est également O négatif, donc le sang de Liam n'est pas compatible. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, Liam se rassoit, essayant de rester calme. Mais quelque chose ne colle pas, alors il sort son téléphone et commence à demander à ChatGPT. Après quelques minutes de lecture, la réponse le frappe fort. Un parent AB positif ne peut pas avoir un enfant O négatif. Et ce n'est pas juste rare, c'est biologiquement impossible. Donc, il n'y a aucun doute que Kanami n'est pas sa fille. Liam atteint finalement son point de rupture, alors il regarde Mika droit dans les yeux et lui demande directement si Kanami est vraiment sa fille ou non. Mais au lieu de lui donner une réponse, Mika inverse la situation comme toutes les femmes. Elle commence à crier qu'elle est celle qui devrait être en colère, pas lui, dit qu'il n'est jamais là, qu'il ne se soucie clairement pas de leur famille. Liam essaie d'expliquer que c'est son travail. Il travaille toujours tard juste pour payer les factures. Mais Mika ne veut rien entendre. Elle l'interrompt, dit que son travail est inutile et qu'il est coincé dans un poste sans avenir, sans promotion ni augmentation, alors comment pourrait-il jamais lui offrir le genre de vie qu'elle mérite? Liam est stupéfait, mais Mika n'a pas fini. Elle rétorque que pendant les 10 ans qu'ils ont été mariés, c'est elle qui a essentiellement élevé Kanami toute seule. Elle ignore complètement le fait que Kanami n'est même pas l'enfant de Liam, et dit qu'il n'a jamais vraiment fait partie de cette famille de toute façon. Puis, sans hésiter, elle dit qu'elle emmène Kanami et qu'elle s'en va. Liam demande où diable elle pense aller, mais elle le dépasse et appelle Kanami, lui disant de faire ses bagages parce qu'ils partent. Il essaie de l'arrêter, mais elle s'éloigne de lui. Alors il attrape le bras de Kaname avec désespoir, la suppliant de ne pas partir. Il crie qu'il a tout fait pour Kaname, qu'il a toujours fait de son mieux. Mais ensuite, Kaname prend la parole, disant avec peur qu'elle préfère son autre papa. Et d'un seul coup, tout espoir en Liam s'effondre. Le lendemain matin, Liam se traîne au travail, vide et brisé, mais les choses empirent d'une certaine manière. Il est convoqué à une réunion avec son patron, qui l'accuse d'avoir volé de l'argent de l'entreprise, et c'est 50 millions de yens. Il essaie d'expliquer, insiste qu'il ne l'a pas fait, mais les journaux montrent que le transfert provient de son compte, utilisant son terminal de travail. Et la décision a déjà été prise, il est immédiatement licencié. Après cela, Mika demande le divorce, et elle a même l'audace de le poursuivre pour une pension alimentaire pour un enfant qui n'est même pas le sien, de son. Et comme il est toujours en cours d'enquête pour détournement de fonds, Liam accepte de tout rembourser pour éviter d'aller en prison. Il prend le premier emploi qu'il peut trouver, et c'est un travail éreintant sur un chantier de construction, du genre qui brise les hommes bien avant que leurs dettes ne soient réglées. À partir de maintenant, la vie de Liam devient un lent effondrement. Tout ce qui lui reste, c'est le message occasionnel de Nita. Son ami lui envoie une mise à jour joyeuse sur le dernier épisode de Gundam qui sort, et pendant un moment, Liam envisage de répondre. Ils commencent même à taper quelque chose à propos de le regarder ensemble, comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais ensuite, il s'arrête et supprime le message car il ne veut pas que Nita sache jusqu'où il est allé. Tombé, il se dit de tenir bon, de persévérer. Peut-être que les choses s'amélioreront s'il travaille assez dur. Mais pendant qu'il déjeune, il commence à tousser fort et crache du sang. C'est à ce moment-là qu'il sait que, peu importe ce qui va arriver par la suite, ça ne sera pas mieux. À la nuit tombée, Liam essaie de se reposer mais la fichue toux sanglante a empiré. Et il ne sert à rien de penser à voir un médecin parce qu'il ne peut pas se permettre un traitement. Bref, alors tout ce qu'il peut faire, c'est rester allongé là, recroquevillé dans son lit, attendant la mort. Mais juste au moment où ses dernières forces commencent à le quitter, une étrange lumière apparaît au-dessus de son lit et elle commence à lui montrer des visions. Dans ces visions, la vérité se dévoile. Ce n'était pas lui qui avait volé les 50 millions de yens, c'était son patron, le même salaud qui a couché avec Mika. Chaque excuse qu'elle a donnée, chaque mot sur le fait de se sentir mal aimé ou négligé, c'était complètement absurde. Elle ne s'est jamais préoccupée de Liam, elle ne l'a jamais même considéré comme une vraie personne car pour elle, Liam n'était qu'un portefeuille. Elle faisait partie du complot depuis le début, travaillant avec son patron pour l'accuser de détournement de fonds. Liam regarde la scène avec incrédulité et sa poitrine se serre, non pas à cause de la maladie, mais à cause du poids de la trahison. Mais ensuite, une voix lui parle et un homme apparaît dans la lumière et confirme que la vision est réelle. L'homme demande ensuite à Liam s'il va vraiment rester là et laisser les personnes qui ont ruiné sa vie s'en tirer. Liam, complètement épuisé et brisé, serre les poings. Il en a assez. Et à cet instant, il jure que peu importe ce qu'il faudra, peu importe ce qu'il devra devenir, il réussira. Leurs fonds payés. L'homme sourit, satisfait par la pure force de rage que Liam dégage, et dit qu'il est content qu'il soit venu ce soir. Mais il n'a toujours pas dit qui il était. Alors Liam lui demande: qui diable es-tu et pourquoi es-tu ici? L'homme explique qu'il est juste quelqu'un qui s'est intéressé à Liam parce que malgré tout, Liam est resté un homme bien. Mais ça n'intéresse plus Liam parce que mener une vie décente l'a laissé
ruiné. Donc s'il avait la chance de le refaire, il se mettrait d'abord pour une fois dans sa vie, et c'est exactement ce que l'homme veut entendre. Alors il fait une offre à Liam, une chance de repartir dans un nouveau monde, et tout ce que Liam doit faire, c'est choisir. Un Liam ne sait pas s'il hallucine ou s'il est vraiment en train de mourir. Mais si c'est réel, s'il peut vraiment choisir, alors il se lance à fond. Il se souvient que Nita parlait d'autres mondes auparavant, un où des Gundams existent. Ça a l'air assez bien. Alors il choisit cela. L'homme hoche la tête, dit que le monde choisi par Liam est un hybride de magie et de technologie avancée. Un gouverné par des nobles et des royaux, où le statut et le pouvoir décident de tout. Normalement, Liam aurait pu finir dans un fossé ou sur une ferme quelque part, mais l'homme dit qu'il va aider un peu, il le placera dans la famille d'un comte qui gouverne une planète entière. Liam peut à peine y croire. Pour une fois, les choses pourraient réellement tourner à son avantage. Puis, avec la vie qu'il lui reste, Liam signe le contrat SKI. Et tout d'un coup, son âme quitte son corps et part vers un tout nouveau monde. Ensuite, nous voyons sur la planète Hydra que le 5e anniversaire de Liam est enfin arrivé, et sa maman a organisé une célébration spéciale rien que pour lui. Dans le cadre de la surprise, elle l'appelle et active un sort de lévitation sous ses pieds. Liam flotte après elle, suivant de près dans la pièce suivante. Lorsqu'ils arrivent, il est accueilli par un énorme gâteau d'anniversaire et une boîte cadeau gigantesque juste à côté. Il se précipite, déballe le cadeau avec enthousiasme et trouve un cube métallique élégant. À l'intérieur, sa maman explique que c'est l'interface pour personnaliser sa propre domestique IA. Avec le cube, il peut choisir son apparence, sa personnalité et même sélectionner ses caractéristiques spécifiques, comme ses oreilles, sa bouche et d'autres parties qui sont commodément censurées. Liam, un peu confus, demande pourquoi elle donne quelque chose comme ça à un enfant de 5 ans. Mais elle dit simplement que c'est important et n'élabore pas. C'est alors que son père entre, disant qu'il a un cadeau d'anniversaire de son propre cru, et ce n'est pas n'importe quel cadeau. Il offre à Liam tout le domaine de Banfield. Liam est stupéfait. Il n'en revient pas que son père soit prêt à tout confier à un enfant. Il demande si son père est vraiment sérieux à propos de le faire devenir le nouveau comte, et son père hoche la tête. Il ne manque qu'une petite chose. Attrapé. En échange de l'abandon du titre, lui et la mère de Liam veulent se retirer tranquillement dans une villa et vivre leur jour, sans stress. Mais pour cela, ils auront besoin d'une allocation mensuelle. Tout ce que Liam doit faire, c'est accepter de les payer et le titre est à lui. Aveuglé par l'idée de gagner du pouvoir, Liam ne remet pas cela en question. Il ne demande pas pourquoi un adulte sain d'esprit confierait une maison noble entière à un enfant de 5 ans. Donc, quand son père sort un contrat, Liam le signe immédiatement sans lire un seul mot. Après la signature, son père prend le document, dit au revoir et part avec sa femme en direction de leur villa. Liam n'a toujours pas réalisé qu'il s'est fait complètement avoir, mais dans sa tête, rien de tout cela n'a d'importance, car il est maintenant officiellement un comte, et il jure d'abuser de ce titre au maximum afin que personne ne puisse jamais le piétiner. Encore, il pense que rien de tout cela n'aurait été possible sans cet homme, alors il est en fait reconnaissant pour ce qu'il considère comme un nouveau départ. Malheureusement pour Liam, cet homme mystérieux n'est pas vraiment un esprit bienveillant. En fait, il se nourrit de la misère humaine, et après avoir envoyé Liam dans sa nouvelle vie, il tourne son attention vers la Terre, vers Mika et l'ancien patron de Liam. Les deux sont encore dans un restaurant chic, en train de rire de toute l'affaire. Le patron de Liam plaisante en disant qu'il a peut-être un peu exagéré en ruinant la vie du gars. Mais Mika, elle ne ressent pas le moindre coupable. Selon elle, Liam méritait tout ce qui lui arrivait pour avoir gâché une décennie de sa vie. Mais ensuite, de nulle part, la police encercle l'ancien patron de Liam et lui remet un mandat d'arrêt. L'homme essaie de faire comme si c'était un énorme malentendu, mais les officiers ont déjà examiné les images de surveillance, montrant qu'il avait piégé Liam pour le détournement de fonds. Il ne reste aucune marge de manœuvre et il part pour un très temps. Avec son précieux sponsor partant en prison, le conte de fées de Mika s'effondre en quelques secondes. Fini les dîners gratuits, fini l'argent facile, juste une misère froide et silencieuse. Le guide, l'être qui a orchestré la réincarnation de Liam, savoure chaque goutte de sa chute parce que c'est exactement le genre de karma délicieux qu'il adore. Pour l'instant, tout ce qui reste est de transporter l'âme de Liam vers sa nouvelle vie. Mais il ne s'agit pas de rédemption, car le guide ne veut pas que Liam prospère, il veut qu'il souffre davantage. Le plan est de déposer Liam dans un monde plus dur et plus cruel, où les espérances de vie s'étendent sur des siècles, ce qui signifie qu'il aura beaucoup de temps pour sombrer dans le désespoir. Et c'est exactement ce que le guide veut, car il se nourrit de la misère après tout. Là-bas dans ce nouveau monde, sur une planète lointaine, l'équipage de Pirate Gauze est en plein milieu d'une invasion. Tout se passe bien pour eux au début, jusqu'à ce que la moitié de leurs soldats explose soudainement dans un chaos enflammé. Le capitaine pirate regarde autour de lui paniqué, et puis il voit Christiana, la chevalière princesse de Libe, planant au-dessus du champ de bataille. Christiana est la première fille du Saint-Royaume et un cauchemar ambulant pour quiconque ose défier son peuple. Dès qu'elle entre dans la mêlée, la bataille change instantanément de cours. Sa lame se déplace comme l'éclair et les pirates tombent comme
Les mouches, même lorsqu'ils commencent à battre en retraite, elle ordonne à ses troupes de continuer l'assaut. La clémence n'est pas au programme aujourd'hui, car ils doivent envoyer un message indiquant que personne n'ose toucher le territoire de Libé et vivre pour en parler. Pendant ce temps, dans la nouvelle vie de Liam, il reçoit enfin sa servante Ei sur mesure et il est super excité. L'emballage semble décevant, en gros un cube, mais son majordome lui assure qu'il suffit de le toucher pour activer l'unité. Dès qu'il le fait, la boîte s'ouvre et une forme humanoïde atterrit gracieusement sur le sol. Elle se présente comme Meiji et le majordome informe officiellement Liam qu'elle sera désormais son assistante personnelle. Elle nécessite un entretien hebdomadaire, mais à part ça, elle est opérationnelle 24 heures sur 24 pour tout ce dont Liam a besoin. Mais Liam ne fait pas vraiment attention au résumé technique. Il est déjà à mi-chemin autour d'elle, regardant son design comme un homme inspectant une voiture de luxe. Le majordome demande avec prudence ce qu'il fabrique, et Liam, sans honte, admet qu'il vérifie juste si les spécifications personnalisées qu'il a commandées ont été livrées comme promis. Le majordome est horrifié et essaie de rappeler à Liam de se comporter correctement devant les autres. Mais Liam hoche simplement la tête et demande ensuite à Meiji de le suivre dans sa chambre pour un examen pratique en privé. Et voyant cette merde, le majordome soupire en désespoir silencieux, profondément inquiet de ce que ce jeune maître innocent est sur le point de devenir. Quelques heures plus tard, Liam se détend pendant que Meiji lui fait un massage des épaules. Le majordome entre et demande ce qu'ils ont bien pu faire ici. Liam lui dit de ne pas stresser. Certes, il a l'air d'un petit enfant, mais mentalement il a 36 ans. Le majordome n'est pas impressionné et lui dit que 36 ans, c'est encore un bébé ici. Ça perturbe complètement Liam. Alors Meiji intervient et explique que dans ce monde, les gens vivent environ 600 ans. La plupart ne sont même pas considérés comme des adultes avant d'atteindre 100 ans. Liam est stupéfait. Il n'avait aucune idée que les espérances de vie étaient aussi folles ici. Mais honnêtement, ça ne le dérange pas. Cela signifie simplement plus de temps pour essayer tout ce que ce monde a à offrir. Et s'il pouvait garder Meiji à ses côtés à travers tout cela, ce serait encore mieux. Mais le majordome lui donne un avertissement. Ce n'est probablement pas intelligent de trop s'attacher à Meiji. Les gens de l'Empire n'aiment pas exactement les IA. Et si la rumeur se répand qu'il traite une IA comme de la famille, les rumeurs vont se répandre rapidement, et pas les bonnes. Liam ne comprenait pas pourquoi les IA étaient si méprisées. Alors il a demandé au majordome d'expliquer. Il a dit à Liam qu'il y a longtemps, l'intelligence artificielle a failli anéantir l'humanité lors de la Grande Guerre Zénith. Les gens ont été réduits en esclavage, presque effacés, mais à la fin, un groupe d'humains courageux a riposté et a repris sa liberté. Ce groupe a ensuite formé les fondations de l'Empire, il n'était donc pas surprenant que les nobles gardent encore une profonde rancune contre tout ce qui est artificiel. Mais si tout cela était vrai, Liam ne comprenait pas pourquoi sa mère lui offrirait une intelligence artificielle comme cadeau d'anniversaire. Le majordome hésite au début, disant qu'il n'est pas censé en parler, mais Liam n'est plus juste un enfant. Il est le comte maintenant, alors il utilise son autorité et exige la vérité de lui. Le majordome a cédé et a révélé que les parents de Liam l'avaient déjà abandonné et s'étaient enfuis. Liam a demandé de quoi il fuyait et le majordome a expliqué qu'il lui avait laissé toute la dette de la famille Banfield pour ne pas avoir à s'en occuper eux-mêmes. Il s'avère que l'arrière-grand-père de Liam, Alistair, était une figure respectée qui a accompli beaucoup de choses et a bâti le nom des Banfield. Mais le père de Liam a tout gâché. Une fois qu'il a pris le contrôle de la famille, il a tout mal géré et a entraîné le nom des Banfield dans la ruine. Maintenant, la famille était accablée par les dettes, avait perdu tous les droits sur les terres cultivables dans les territoires de la frontière, et n'avait presque plus de recettes fiscales provenant de l'industrie. Il n'y avait aucun moyen réaliste de tout rembourser. Liam avait hérité d'un titre, mais cela ne lui apportait que des problèmes. Ailleurs, sur la planète Hydra, un petit groupe de locaux traîne dans un bar faiblement éclairé, sirotant des verres et râlant sur le nouveau leadership. Le bruit court que leur nouveau seigneur est littéralement un enfant de 5 ans. Un gars à la table commence à se plaindre de combien il ne supporte plus ce territoire. Il se souvient de la dernière fois qu'ils ont eu un nouveau souverain. Les impôts ont augmenté sans aucune foutue raison et personne ne pouvait rien y faire. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est espérer que cette fois les choses ne tournent pas encore mal. De retour au domaine, Liam essaie encore de tout comprendre. Si le domaine Banfield est en faillite depuis des lustres, pourquoi ses parents laisseraient-ils tout à un enfant de 5 ans? C'est à ce moment-là que la dure vérité s'impose. Peut-être est-ce pour cela qu'ils l'ont eu dès le départ, juste pour en faire le bouc émissaire de leur désordre. Dans sa vie antérieure, il a été maltraité, exploité, puis jeté comme un déchet. Mais cette fois, il s'est promis que personne ne l'utiliserait et ne le jetterait à nouveau. Il se tourne vers Meiji et lui demande d'unir leurs forces pour construire un avenir où il est aux commandes. Meiji accepte immédiatement, disant que servir Liam lui donnait un véritable sens. Pour la première fois, Liam ressentait qu'il avait quelqu'un sur qui il pouvait compter sans question, et cette pensée lui apportait un réconfort sincère. Il avait hâte de voir ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Mais avant qu'il ne commence à travailler sur son empire,
Liam pense qu'il devrait établir quelques règles de base, sa propre version des lois classiques de la robotique. Il commence par les standards. Meiji ne doit jamais faire de mal à un être humain, mais à mi-chemin de le dire, il s'arrête et y repense. Honnêtement, il se fiche pas mal du reste de l'humanité, alors il crée sa propre version des règles. Première règle, Meiji ne doit jamais lui faire de mal quoi qu'il arrive. Quoi? Règle 2, elle doit suivre chaque ordre qu'il donne tant que cela ne viole pas la première règle. Et règle 3, elle a le droit de se protéger tant que cela ne va pas à l'encontre des deux premières. Ayant réglé cela, Liam se tourne vers Meiji et lui dit qu'il est sérieux au sujet de la reconstruction du territoire des Banfield. Mais comme il est encore assez ignorant de la façon dont ce monde fonctionne, il lui demande si elle a des idées concrètes pour faire avancer les choses. En cours, Meiji effectue rapidement une recherche de données dans ses systèmes et finit par trouver une solution potentielle. Avant de la partager cependant, elle avertit Liam. Cela pourrait entrer en conflit avec les valeurs traditionnelles de l'Empire, puisque sa logique est basée sur l'IA. Néanmoins, elle est tout à fait capable de fournir un soutien de haut niveau en matière de gestion d'un domaine. En entendant cela, Liam admet qu'il ne sait absolument rien sur le fonctionnement de tout cela. Alors Meiji suggère de commencer par une capsule éducative. C'est une capsule haute technologie qui peut télécharger l'équivalent de 10 années de connaissances dans votre cerveau en seulement 6 mois. Non seulement cela, mais elle améliore également votre condition physique pendant que vous êtes à l'intérieur. En gros, c'est comme un simulateur d'entraînement hyper efficace. Liam pense que cela semble parfait, mais il s'inquiète de ce qui arrivera au territoire pendant qu'il ne sera pas en état de marche. Après une pause rapide, il décide de donner le commandement temporaire à Meiji pendant qu'il est hors service. Brian, le vieux majordome, panique immédiatement. Il n'est clairement pas d'accord pour confier les rênes à une IA, mais Liam balaye les inquiétudes. Il dit que Meiji ne ferait jamais d'erreur à moins qu'il ne le lui dise. Et techniquement, il n'y a pas de loi empêchant une IA d'intervenir temporairement. Donc pour l'instant, Liam met tout sous sa responsabilité. Peu de temps après, la capsule est prête et Liam se prépare à plonger dedans. Mais juste avant d'entrer, il y a quelque chose qu'il veut demander à Meiji. Il la regarde et demande si elle peut réellement ressentir des émotions ou quelque chose de proche. Amagi répond qu'elle n'en est pas entièrement certaine, mais quand Liam lui a demandé d'être sa partenaire plus tôt, ses journaux internes ont déclenché un débordement de mémoire cache. Ce qui, en termes simples, signifie que cela la rendait heureuse. Entendre cela fait sourire Liam, alors il la remercie à nouveau et lui rappelle qu'il lui fait confiance pour tout. Puis, sans hésitation, il entre dans la capsule et commence son entraînement accéléré. La scène change et le temps a clairement avancé. L'entraînement intensif de Liam est enfin terminé et la capsule s'ouvre lentement avec un sifflement mécanique. Lorsque le couvercle se lève, la première personne qu'il voit est Meiji, attendant calmement. Sans perdre une seconde, Liam pose la question qui pèse dans son esprit: combien de temps est-il resté dedans? Meiji croise son regard et répond franchement. Cela fait exactement 2 ans depuis le jour où la capsule a été scellée. Une fois qu'il s'est changé, elle lui donne une mise à jour détaillée sur la façon dont les choses se sont passées dans le domaine de Banfield, et à son soulagement, tout s'est déroulé sans accroc. Liam remercie Meiji d'avoir tout géré si efficacement pendant son absence. Il dit qu'il aimerait sortir et voir le territoire par lui-même. Meiji décide donc de lui faire visiter, en commençant par les quais des cuirassés. C'est la première fois que Liam voit l'endroit en personne, et ce qui attire vraiment son attention, c'est la flotte de combinaisons de combat. Curieux, il demande s'il peut en essayer une, et Meiji est plus que heureux de l'organiser. Elle explique que la combinaison fonctionne avec des commandes neuronales, et qu'elle répond aux pensées de l'utilisateur. Tant qu'il imagine un mouvement, le système l'exécutera. Liam essaie, et une fois que la combinaison est allumée, il commence à marcher avec. Impressionné, il mentionne qu'il aimerait pouvoir se battre avec quelqu'un en l'utilisant, et Meiji lui dit que cela peut facilement être arrangé. Quelques minutes plus tard, Mashida, le chef de la défense de la planète, se présente pour être son partenaire d'entraînement. Le duel simulé commence avec Liam qui se précipite pour porter le premier coup. Mashida bloque le coup, mais fait ensuite semblant de perdre de manière dramatique. Son jeu d'acteur n'est pas exactement digne d'un Oscar, et Liam réalise instantanément que le gars se retient. Il n'apprécie pas qu'on le prenne à la légère, alors il ordonne à Mashida de se donner à fond. Puisque c'est un ordre direct, Mashida n'a pas d'autre choix que d'obéir. Liam charge à nouveau, mais cette fois, Mashida attrape la lame en plein vol, le désarme en un clin d'œil et l'envoie valser. Liam n'arrive pas à croire à quelle vitesse il a été mis à terre. Alors Meiji explique que le costume réagit en fonction de ce que l'utilisateur peut visualiser clairement. Et comme Mashida a des années d'expérience en combat, son contrôle est bien plus précis. Embarrassé et frustré par la défaite, Liam demande à Brian de lui trouver un instructeur de combat professionnel. Immédiatement, Brian essaie de le convaincre en disant qu'il n'est vraiment pas nécessaire pour un seigneur d'apprendre personnellement comment se battre, mais Liam met rapidement fin à cela. Dans sa vie précédente, il a été écrasé par des personnes plus fortes que lui, et s'il veut gouverner cette fois-ci, et gouverner avec autorité, il va s'assurer qu'il peut se protéger. Peu de temps après, Liam est présenté à un homme nommé Yasushi, un prétendu maître de la voie de l'éclair. Liam est aux anges,
il pense que Yasushi a l'air vraiment badass. Alors il se présente instantanément et dit qu'il veut que Yasushi devienne son maître d'escrime. Professeur. Yasushi est d'accord tout de suite, ce qui rend Liam encore plus excité. Mais Meiji ne partage pas son enthousiasme, elle pense que Yasushi est louche comme pas possible. Liam ne le nie pas vraiment, mais puisque le gars ressemble à un samouraï de l'ancienne école, il est prêt à laisser passer. Néanmoins, Meiji lui demande de confirmer au moins que Yasushi est vraiment qualifié avant de l'embaucher comme instructeur à plein temps. Liam est d'accord, alors il demande à Yasushi de faire une petite démonstration pour prouver sa compétence. Compétence. Yasushi hoche la tête et le conduit à une clairière tranquille dans la forêt où plusieurs poteaux en bois sont déjà alignés. Avant de commencer, il annonce qu'il est sur le point de leur montrer sa technique secrète, la légendaire voie de l'éclair. Il dit aussi qu'il ne montrera plus jamais ce mouvement, alors Liam ferait mieux de bien faire attention. Voulant tout capturer, Liam dit à Meiji de commencer à enregistrer. Yasushi se met en position, dégaine lentement son épée d'1 pouce, puis la rengaine instantanément. Encore, au clignement suivant, chaque poteau de la clairière se fend en deux. La mâchoire de Liam tombe presque au sol car le mouvement semble impossible. Il se tourne vers Meiji et lui demande de repasser la séquence au ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais peu importe à quel point elle ralentit, l'épée de Yasushi ne semble jamais quitter son fourreau. Liam suppose que Yasushi a dû bouger si vite que les caméras Meiji n'ont pas pu le suivre, donc il est encore plus convaincu que Yasushi est incroyable et demande à devenir son disciple. Plus tard dans la nuit, Yasushi retourne dans la même clairière, souriant tout seul. Il n'arrive pas à croire que Liam l'a vraiment cru. Tout ce qu'il a fait, c'était de pré-couper les piliers plus tôt pour qu'ils s'effondrent au moindre mouvement, essentiellement un truc popularisé sur internet. Maintenant, grâce à une astucieuse diversion, il a décroché un super boulot avec un salaire de noble. Et il n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'espace, la princesse Christiana arrive pour des négociations de paix avec les pirates de Goz. Goz était celui qui avait suggéré la trêve, mais dès qu'elle monte à bord, il se moque d'elle pour être venue seule. Mais Christiana, inébranlable, lui dit qu'elle n'est pas venue seule et que si quelque chose lui arrive, toute la flotte alliée est prête à vaporiser son navire. Situation. Elle pensait que cela lui donnerait l'avantage, mais Goz ne bronche pas car il sait que l'Alliance ne lui est pas aussi loyale qu'elle le pense. À ce moment-là, Christiana reçoit un signal de détresse. Des pirates ont franchi les défenses de son monde d'origine. Elle est stupéfaite car le bouclier planétaire aurait dû rendre cela impossible. Mais Goz sourit simplement et explique que l'Alliance qu'elle a mis tant d'efforts à construire n'est pas aussi solide qu'elle le pensait. Certains des pays membres étaient trop impatients de changer de camp une fois que Goz leur a offert quelques incitations. Quelques secondes plus tard, son équipe la contacte par radio avec une mise à jour. Chaque navire allié à proximité a tourné leur canon sur elle. Elle est sans voix parce que d'une manière ou d'une autre, Goz a retourné toute son armée contre elle. Donc, dos au mur, Christiana n'a pas d'autre choix que d'écouter ce qui se passe. De l'autre côté de la galaxie, pendant ce temps, Liam est en pleine formation avec Yasushi et il en bave. Cela fait des années qu'il manie les épées et pourtant, il n'arrive toujours pas à maîtriser la légendaire technique de la voie de l'éclair. Il se tourne vers Meiji en espérant une sorte de conseil ou de solution, mais elle admet qu'elle n'a pas beaucoup d'informations sur ce mouvement. Après tout, elle est une intelligence artificielle, pas une épéiste. Au cours des 3 dernières années, Yasushi n'a eu que Liam pour s'entraîner aux bases encore et encore. Et bien que cela ait amélioré ses capacités de combat global, comme le souligne Amagi, Liam ne s'en soucie pas du tout. Parce qu'il ne veut pas juste être bon, il veut une figure signature qui attire l'attention. Plus tard dans la soirée, Yasushi se détend dans sa chambre, feuilletant du manga, encore incrédule d'avoir réussi à durer aussi longtemps. Certes, c'est un imposteur, mais il n'est pas complètement inutile parce qu'il connaît assez les bases de l'épée pour faire semblant. Et pendant les 3 dernières années, il a enseigné à Liam des techniques de base tout en gagnant une somme d'argent stupide. Donc si tout se passe bien, il espère que cette arnaque durera encore quelques années. Mais ce rêve s'effondre presque lorsque Liam entre et lui demande, très sérieux, de finalement lui enseigner la voie du guerrier. Éclair. Yasushi panique immédiatement et s'écrie qu'il démissionne. Il affirme que puisqu'il a déjà démontré le mouvement une fois, il n'y a plus rien à montrer et si Liam n'est pas satisfait, il n'y a aucun intérêt à continuer en tant que son instructeur. Mais au lieu de riposter, Liam tombe à genoux et supplie sincèrement Yasushi de lui pardonner d'être sorti de ligne. Yasushi accepte à contre-cœur de laisser passer, l'avertissant de ne pas refaire la même erreur. Une fois Liam sorti de la pièce, Yasushi expire bruyamment, vraiment secoué. C'était vraiment trop juste. Il sait très bien qu'il ne peut pas apprendre à Liam un mouvement qu'il a inventé, volé, puis, juste au moment où il commence à se détendre, Liam revient. Yasushi panique un instant,
Il pensait avoir été pris en flagrant délit, mais Liam est juste venu dire qu'il sera absent demain et qu'il ne pourra pas s'entraîner. Pendant ce temps, Christiana est retenue prisonnière à bord du navire pirate de Goz, enfermée dans les quartiers privés du capitaine. Elle exige de savoir ce qu'il prévoit de faire d'elle, et Goz sourit simplement, disant qu'il voulait qu'elle ait la meilleure place du navire. Elle est confuse jusqu'à ce qu'il donne l'ordre à tous les navires sous son drapeau de viser leurs canons sur sa planète natale. Au moment où elle réalise ce qui va se passer, Christiana panique et le supplie d'arrêter. Mais Goz s'en fiche complètement. Il donne l'ordre de tirer et Christiana est obligée de regarder sa planète se faire anéantir sous ses yeux. De l'autre côté de la galaxie, Liam est toujours stressé par le fait qu'il n'a pas réussi à réaliser le mouvement de l'épée spectaculaire. Pourtant, il a des responsabilités à gérer. Alors il demande à Meiji de lui donner la mise à jour mensuelle. Elle présente une série de graphiques décrivant la situation actuelle du domaine Banfield. La situation de la dette est toujours aussi difficile, mais il y a eu une certaine croissance constante dans la production et le développement. Liam est soulagé que les choses ne soient pas complètement hors de contrôle, et il complimente Meiji pour ses efforts. Mais elle dit qu'elle est en fait déçue. En fonction de la taille de leurs récents investissements, surtout dans le bien-être public, les retours auraient dû être bien plus élevés à ce stade. Curieux, Liam demande à voir la répartition du budget de l'aide sociale et grâce à sa vie antérieure à analyser des chiffres sans arrêt, il détecte immédiatement le problème. Quelque chose semble louche. Alors il dit à Meiji de faire venir le noble qui gère ce département et peu de temps après, un noble qui ressemble à un cochon affamé entre. Liam ne se donne même pas la peine de paraître gentil. Alors il donne au type une chance d'expliquer. Le noble essaie de faire l'idiot, mais Liam met les choses au clair. Les registres financiers ont été falsifiés, avec assistant. Les factures ne correspondent pas, donc il est clair que le gars a détourné de l'argent. Et ce qu'il pensait être une couverture astucieuse est douloureusement évident pour quelqu'un qui a passé des années à fouiller dans les feuilles de dépenses d'entreprise. Liam remet également en question le changement de fournisseur. Et le noble affirme que le nouveau fournisseur était plus efficace, mais cela n'explique pas pourquoi les résultats ont chuté. Mais étrangement, Liam n'est pas si énervé que ça, parce qu'au fond, il s'attendait à de la corruption. En fait, il est venu dans ce monde dans l'espoir de devenir le type de noble corrompu dont les gens chuchotent. Et s'il veut devenir un véritable seigneur méchant, il doit utiliser sa position comme ce porc l'a fait. À ce moment-là, Meiji alerte Liam que le noble avait en fait déjà été sous enquête pour détournement de fonds. Et Liam est choqué que le gars ait encore son travail. Mais le noble explique rapidement que l'affaire a été classée et imputée à son subordonné. Liam se tourne vers Meiji pour confirmation et elle dit que c'est vrai que le rapport officiel rejette la faute sur le subordonné, mais aucune preuve réelle n'a été présentée. En fait, le noble a fait exécuter l'homme peu de temps après. Liam a déjà vu ce genre de tactique auparavant, et il confronte le noble à ce sujet. Il l'accuse d'avoir mis en place un bouc émissaire juste pour sauver sa propre peau. Le noble panique, commence à bafouiller et nie tout, mais Liam ne croit pas du tout ce qui sort de sa bouche de cochon, alors il prend son épée et commence à marcher vers le cochon. Le noble commence à supplier, essayant de s'en sortir par la parole, en prétendant que ce genre de choses est une procédure standard, et que tous les nobles le font parce que c'est juste comme ça que le jeu se joue. Mais Liam en a assez, et il est sur le point de frapper quand Meiji intervient et lui dit d'arrêter. Le noble, pensant qu'il a une ouverture, commence à crier que Liam n'est qu'un enfant et ne comprend pas comment le monde fonctionne vraiment. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, l'épée de Liam brille et sa tête touche le sol. Encore tremblant d'adrénaline, Liam donne un ordre furieux, il veut que Meiji enquête sur chaque noble de la planète et qu'elle exécute tous ceux qu'elle trouve corrompus. Meiji lui dit qu'il doit d'abord se calmer, et comme c'est la première fois que Liam tue quelqu'un, son corps est figé par la tension et il ne peut même pas lâcher prise. Épée, Meiji aide doucement à desserrer sa main et quand il s'agit de son ordre précédent, elle explique que l'élimination de tous les nobles corrompus créerait un problème majeur. Pratiquement tous sont corrompus, donc les tuer tous laisserait toute l'administration dans le chaos. Mais en guise de compromis, elle propose de mettre en place un lot de poupées IA pour reprendre les rôles administratifs des nobles, et Liam fait confiance à son jugement et donne son accord. Plus tard, de retour au hangar d'armure de combat, Liam a hâte de reprendre l'entraînement. Maintenant qu'il a bien compris les bases de l'épée, il veut réessayer en combinaison. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Yasushi entre tranquillement et lui dit qu'aucun vrai guerrier n'utiliserait jamais l'un de ses costumes automatisés par défaut parce qu'ils dépendent trop de l'IA. Alors Liam demande à Mashita s'il y a une autre option, c'est alors qu'on lui parle d'un costume de combat spécial, celui qui appartenait à son arrière-grand-père Alistair. C'est une relique rare, mais elle est entièrement manuelle, et personne avant lui ni après n'a jamais réussi à la faire fonctionner. Et cela donne à Liam envie de l'avoir vraiment. Un peu plus tard, nous voyons que Yasushi finit par errer dans un vieux sanctuaire poussiéreux, cherchant
cherchant quelque chose qui vaut la peine d'être pris, tout en marmonnant dans sa barbe à quel point c'est agaçant que Liam fasse réellement des progrès. Cet entraînement soi-disant devait être un total au arnaque, juste un moyen de le soutirer à sec. Et Yasushi sait au fond de lui qu'il ne peut pas continuer à balader Liam indéfiniment. Et s'il veut que l'argent continue de couler, il va devoir inventer encore plus de trucs inutiles à lui balancer. Alors qu'il s'appuie distraitement contre le mur, il déclenche accidentellement un mécanisme caché qui révèle un chevalier mobile ancien et usé. Mais pour Yasushi, cette relique rouillée est exactement ce dont il a besoin pour garder l'argent en circulation et Liam distrait. Pendant ce temps, quelque part sur Terre, l'entité malveillante connue sous le nom de Guide continue sa chasse aux émotions négatives. Il tombe sur un homme en train de perdre la tête dans un Starbucks parce que la crème de son cappuccino colle au couvercle de la tasse et ça le rend fou. Le guide savoure l'amertume qui émane de la petite crise de colère de l'homme, mais il se retrouve à désirer quelque chose de plus riche, de plus exquis. De retour dans le monde de Liam, Yasushi a déjà chargé Liam de restaurer l'ancien chevalier mobile, maintenant nommé Avid, dans le cadre de son soi-disant entraînement. Désireux de relever le défi, Liam se lance à corps perdu dans la maîtrise de la technique complètement bidon de son maître, le Flash, tandis que son fidèle majordome Brian observe. Bien que Brian soit secrètement ravi qu'Avid appartenait autrefois à l'arrière-arrière-grand-père de Liam, il ne peut s'empêcher d'exprimer ses doutes. Il insiste sur le fait que Liam perdrait son temps à s'amuser avec une machine aussi primitive. Mais Liam reste impassible, convaincu que s'il peut apprendre à maîtriser l'un des modèles les plus anciens jamais construits, ses compétences de pilotage deviendront inégalées. Brian, le fouineur qu'il est toujours, dit à Liam d'arrêter de gaspiller son énergie sur la technique ridicule de Yasushi, la qualifiant de pure absurdité. Malgré tout, Liam est déterminé à donner tout ce qu'il a, croyant que l'effort et la persévérance mèneront à une véritable croissance. Pendant ce temps, Meiji arrive sur le site où Avid est gardé et exprime immédiatement ses soupçons concernant Yasushi et ses prétendus enseignements. Elle doute que Yasushi soit même un vrai épéiste pour commencer. Mais les ordres sont les ordres. Et puisque Liam lui a personnellement assigné la tâche de réparer Avid, elle n'a pas d'autre choix que de retrousser ses manches et de faire tout ce qu'il faut pour remettre cette vieille carcasse de métal en état de marche. Peu de temps après, la lieutenant Nia Scarling, ingénieure dans une usine d'armement, arrive avec son équipe dans le territoire de Liam pour s'occuper des réparations sur Avid. Liam va personnellement la rencontrer à l'espaceport pour lui souhaiter bonne chance. Et tandis qu'ils discutent, Nias aperçoit Meiji debout tranquillement à côté de lui. Elle se demande immédiatement ce que fait une poupée IA sophistiquée en train de traîner avec un noble comme Liam. Liam s'énerve un peu à sa réaction et rétorque immédiatement, lui disant qu'il a tout à fait le droit de posséder une poupée IA et qu'il ne tolérera personne jugeant ses choix de vie. Mais il ne comprend pas du tout la situation, car en réalité, Nias est une fanatique absolue des androïdes, et elle s'excite complètement dès qu'elle voit bien Meiji. Nias est époustouflée par les fonctionnalités personnalisées intégrées dans Meiji, et sans aucune honte, elle commence à la toucher et à l'examiner comme une véritable curieuse. Elle essaie même de soulever la jupe de Meiji par pure excitation, mais Liam intervient rapidement, la prévenant que cette zone est un secret militaire de la plus haute importance et qu'il ne veut pas que quelqu'un le voie. Après ce moment gênant, il se dirige vers l'entrepôt où Avid est entreposé. Un coup d'œil à la machine abîmée, et Naïs déclare franchement que c'est quasiment de la ferraille. Elle recommande fortement à Liam de se débarrasser de cette épave et d'acheter un modèle tout neuf au lieu de gaspiller une fortune à la réparer. Mais Liam n'en veut rien. Il lui dit fermement qu'il ne veut pas de ces déchets standards d'usine et que la seule unité qu'il a l'intention de piloter est Avid, peu importe. Quoi? Nies soupire, expliquant que ramener Avid à la vie va être un véritable cauchemar. Non seulement il n'y a pas de pièces de rechange disponibles, mais la chose est beaucoup plus grande qu'un chevalier mobile typique, ce qui signifie que les réparations coûteront une petite fortune à Liam. Mais l'argent n'est pas un problème pour Liam et il trouve rapidement une solution. Il dit à Nies de rénover Avid en utilisant des pièces de modèles plus récents. De cette façon, le résultat devrait être encore meilleur qu'avant. Cependant, il y a une chose sur laquelle il ne transigera pas. Comme Yasushi lui a strictement ordonné d'apprendre le pilotage sans dépendre des commodités modernes, Liam précise que toutes les fonctions de support automatique doivent être retirées car il veut un contrôle manuel complet, sans exception. Avant de partir, Liam ajoute également une dernière demande spéciale. Il veut qu'Avid ait un coup de poing fusée. Une attaque de poing volant détachable, car dans l'esprit de Liam, aucune machine ancienne n'est complète sans cela. Juste à ce moment-là, Yasushi entre dans l'entrepôt pour vérifier les progrès de la restauration d'Avid. Mais dès que ses yeux se posent sur Nies, il est figé sur place, complètement charmé au premier abord. Vu, ce pervers sans honte la trouve si éblouissante de toutes les mauvaises façons que son nez commence instantanément à saigner. Tentant de sauver la face, il essuie rapidement le sang, redresse sa posture
et marche avec assurance pour se présenter. Lui-même. Malheureusement pour lui, Nies est trop absorbé par sa conversation avec Liam pour même remarquer qu'il existe. Imperturbable, Yasushi continue d'essayer, se présentant joyeusement et allant même jusqu'à lui proposer un rendez-vous. Mais encore une fois, Nies l'ignore sans même lui accorder un regard. Elle est bien plus intéressée à expliquer à Liam pourquoi son idée ridicule d'ajouter des mouvements spéciaux à Avid est absolument hors de question. Liam, étant Liam, rétorque en lui offrant tranquillement autant d'argent qu'elle veut pour faire le travail. Et à ce moment-là, Nies cède immédiatement. Après tout, son véritable objectif depuis le début était de soutirer autant d'argent que possible à Liam. Yasushi, brûlant de jalousie en regardant Liam et son âme sœur discuter comme s'ils jouaient dans une comédie romantique, jure silencieusement de se venger. Et comme il ne peut pas saboter Liam directement, il décide de le punir avec un entraînement encore plus brutal et ridicule. Régiment. Cette fois, son idée brillante est de faire en sorte que Liam s'entraîne complètement les yeux bandés. Il traîne Liam jusqu'à une rivière et le fait se tenir sur une bûche glissante, luttant simplement pour garder son équilibre. Et pendant que Liam essaie de rester debout, Yasushi tire joyeusement une rafale de balles de tennis avec un lanceur fait maison. Il est assez clair que Yasushi évacue sa rancune personnelle pour avoir volé son potentiel. Petit ami. Mais il le cache sous le prétexte que cette nouvelle torture améliorera les compétences de Liam en escrime. Liam, se faisant bombarder par des balles de tennis tout en essayant de ne pas tomber dans la rivière, grogne à quel point son épée lestée lui semble ridiculement lourde. Mais en suivant les instructions folles de son maître, il continue, s'entraînant, déterminé à esquiver les balles de tennis entrantes en utilisant seulement son œil mental. Pendant ce temps, à bord du navire amiral pirate, le commandant Goes descend dans les cellules de prison où il révèle qu'il garde des dizaines de femmes capturées, y compris la princesse Christiana elle-même. Il ne prend pas la peine d'expliquer quoi que ce soit à l'âge prisonnier, il ordonne simplement à Christiana d'avancer, annonçant qu'ils sont enfin arrivés à leur destination, l'île au trésor. Goes fixe Christiana du regard, se rapprochant bien trop près en lui disant qu'elle est si belle que la seule vue d'elle fait frémir tout son corps d'excitation. Puis, sans avertissement, il l'entraîne au laboratoire du navire où son assistant dérangé l'attend, et ouvre la porte d'une pièce voisine, révélant une scène horrifiante. L'un de ses anciens animaux de compagnie, une femme si mutilée et défigurée qu'elle ne ressemble plus guère à un être humain. Avec un rire cruel, Gus jette la femme brisée hors du navire comme un déchet et se concentre pleinement à nouveau sur Christiana. Il annonce qu'elle sera son prochain projet, son nouveau trophée. Sans se presser, Goes commence joyeusement à imaginer des moyens de modifier sa nouvelle acquisition. Jouer. Son assistant propose quelques idées sadiques, comme lui trancher les jambes pour la rendre infirme de façon permanente. Mais Goes, toujours le lunatique créatif, trouve un plan encore plus tordu. Il veut arracher les yeux de Christiana et les greffer sur ses paumes. Piégée dans ce cauchemar, Christiana regarde autour d'elle avec terreur, apercevant des rangées de tubes à essai remplis d'autres victimes mutilées. À moins qu'un miracle ne se produise, elle sait qu'elle n'échappera pas à cet enfer. Pendant ce temps, de retour au domaine de Liam, quelques semaines ont passé et Nies termine enfin de réparer Avid, le remplissant de personnalisation basée sur les idées folles de Liam. Demande. Mais il reste encore une dernière étape. Alors Nies emmène Liam dans le cockpit d'Avid pour lui montrer les bases de son fonctionnement. Et bien sûr, étant Nies, elle ne peut pas résister à devenir un peu folle, baissant son haut à mi-chemin sous le prétexte d'avoir besoin de plus de liberté pour l'instruire. Correctement. Liam, faisant de son mieux pour ne pas regarder, suit maladroitement ses instructions et met en marche l'ancien Mobile Knight. Avid le scanne immédiatement et le verrouille comme son seul pilote reconnu, ce qui signifie que personne d'autre ne peut l'utiliser à partir de maintenant. Se sentant plein d'énergie, Liam essaie de faire son premier pas et tombe immédiatement face contre terre, renversant tout le mécha. Alors Nies lui rappelle qu'Avid n'a aucune commodité moderne comme des systèmes d'équilibrage automatique, et contrairement au modèle plus récent, piloter cette bête ne sera pas aussi facile que d'appuyer sur une touche pour avancer. Bouton. Cependant, il y a un énorme avantage. Si Liam peut maîtriser le contrôle d'Avid manuellement, ce sera comme s'il bougeait son propre corps. Se sentant motivé, Liam se lève et parvient à avancer à nouveau, cette fois en gardant mieux son équilibre sur Avid. Il pilote l'unité hors de l'entrepôt et pendant qu'il s'entraîne, Nies lui rappelle combien il est crucial de maintenir une image mentale solide pour contrôler le chevalier mobile correctement. Elle se rapproche pour ajuster certains de ses contrôles, mais sa poitrine volumineuse finit par le heurter par accident, complètement perturbant la concentration mentale de Liam. Et cela fait que le robot commence à bouger ses mains de manière très étrange, comme s'il tendait doucement la main pour attraper quelque chose qu'il ne devrait vraiment pas. Nias comprend instantanément quelle image mentale Liam doit avoir, lui lançant un regard suspicieux. Liam essaie rapidement de se défendre, insistant sur le fait que ce n'était pas de sa faute. Sur le terrain, Yasushi observe tout cela de loin, et il est absolument convaincu que Liam abuse de son pouvoir dans le cockpit pour faire des mouvements louches avec Nias. Brian, quant à lui, essuie ses larmes, les yeux ravis que son maître montre enfin un intérêt normal et sain pour une vraie
femme, pas une, robot. Yasushi, par contre, brûle de jalousie et maudit Liam à voix basse, jurant de rendre son entraînement encore plus éprouvant. Au fil des jours, Liam a encore du mal à exécuter la soi-disant technique secrète de son maître, doutant même s'il a le talent pour cela. Magia, qui était tranquillement sceptique depuis un moment, finit par s'exprimer et suggère que peut-être le vrai problème ne réside pas dans Liam, mais avec les méthodes d'enseignement douteuses de Yasushi. Liam, étant l'élève loyal qu'il est, refuse de douter de son maître. Il réfléchit plutôt à une théorie. Peut-être que le secret derrière le mouvement ultime de Yasushi n'est pas du pur maniement de l'épée, c'est magie. Liam se rend compte que c'est le pouvoir magique et non l'épée elle-même qui coupe réellement les bûches. Alors il commence à imaginer qu'il canalise son mana dans son épée et continue de la balancer encore et encore avec l'intention de couper la bûche en utilisant le pouvoir magique. Après une pratique interminable, les jours se transforment en mois et les mois se fondent en années et il réussit finalement à maîtriser une technique secrète qui, techniquement, n'aurait jamais dû exister. Maintenant adulte et plus fort que jamais, Liam montre fièrement son exploit à Yasushi en tranchant une bûche en bois en deux d'un seul coup à longue distance. Épée, Yasushi, à l'intérieur, perd la tête. Ses enseignements inventés n'auraient jamais dû aboutir à quoi que ce soit, donc voir Liam réussir cet exploit impossible le terrifie jusqu'à la fin. Noyau, mais gardant son visage parfaitement calme, Yasushi acquiesce simplement avec sagesse et dit à Liam qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de maîtriser réellement la technique. Quelques semaines plus tard, Liam se retrouve dans l'espace à bord de son vaisseau, cuirassé aux côtés de Meiji lorsqu'il reçoit un rapport urgent de l'un de ses subordonnés. Apparemment, Miyuk, une petite planète abandonnée dans le territoire de Liam qui était uniquement utilisée pour la production d'énergie, a été attaquée par une flotte de pirates. La petite force militaire stationnée là-bas fait de son mieux pour repousser les chevaliers mobiles de l'ennemi, mais le subordonné doute qu'ils pourront tenir beaucoup plus longtemps vu leur nombre limité. Meiji intervient alors rapidement, proposant d'attaquer les pirates depuis l'angle mort de Miyuke en utilisant les puits gravitationnels et le terrain spatial naturel à leur avantage. Liam aime son plan et ordonne immédiatement à sa flotte d'intervenir et de capturer les pirates, tandis qu'il se porte volontaire pour défendre personnellement la planète en première ligne. Brian, entendant cela, supplie Liam de ne pas risquer sa vie de manière aussi imprudente. Mais Liam, poussé par la fierté et la détermination, refuse de reculer. À ses yeux, il n'est pas lâche. C'est un véritable épéiste, formé par le légendaire samouraï lui-même, et il est déterminé à montrer à l'Empire la puissance qu'il a cultivée. Puis, sans hésiter, Liam saute dans son chevalier mobile, avide, et fonce vers Miyuke. Lançant une attaque surprise depuis le point aveugle des pirates, il traverse leurs forces, découpant les chevaliers mobiles ennemis avant même qu'ils ne réalisent ce qui les a frappés. En quelques instants, Liam réduit leur nombre. De manière significative, et pour ajouter un peu de style, il active son fusil à faisceau, envoyant un rayon de plasma brûlant directement à travers l'une des unités ennemies. Ne s'arrêtant pas là, Liam enchaîne avec son coup secret, la voix de l'éclair, tranchant des dizaines d'autres ennemis à distance. Les pirates, dépassés et terrifiés par la férocité de son attaque, commencent rapidement à se replier vers leur navire. Saisissant l'opportunité, Liam lance son coup de poing fusée, un mouvement spécial où le poing d'Avid est projeté à grande vitesse vers l'ennemi. Bien que le mouvement fonctionne comme prévu, Liam est moins impressionné. Donc en plein combat, il appelle Niaz à la radio pour se plaindre, grognant qu'il voulait un point jetable, pas un missile de frappe complet. Puis leur conversation est interrompue lorsque Meiji intervient, rapportant que, malgré leurs efforts, ils n'ont réussi à capturer que moins de 10% de la flotte ennemie et environ 30% des navires ont été détruits lors de l'assaut, tandis que le reste a réussi à s'échapper. Même ainsi, Liam considère l'opération comme une victoire solide, et il félicite la vice-commandante Meiji pour avoir fait un excellent travail dans son rôle. Pendant ce temps, Goaz venait de recevoir la nouvelle que l'équipage de pirates qu'il avait envoyé pour piller la planète de ressources Banfield avait complètement raté l'opération et il bouillait de rage. Le scientifique, qui ressemble beaucoup au docteur Frankenstein, a expliqué calmement que l'équipe avait sérieusement sous-estimé la puissance réelle des forces de Banfield, ne leur laissant d'autre choix que de battre en retraite avant que toute la flotte ne soit complètement anéantie. Bien sûr, cela semblait être une décision logique, mais Goaz ne voulait pas de ça. Il a décidé carrément que chaque pirate qui fuyait allait être exécuté, parce qu'il n'était pas question pour lui de laisser des lâches rester en vie dans ses rangs, et une fois qu'il aurait réglé leur compte, il comptait envoyer un message en terminant personnellement le travail. Comme il serait parti pour un moment, il a dit à Christiana, qui avait maintenant l'air si étrange et à peine reconnaissable, qu'il reviendrait plus tard pour jouer avec elle. Encore, en même temps, Liam et sa flotte venaient juste de revenir de leur bataille, et Liam était très satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Ils avaient défendu la planète de ressources et en bonus, capturé plusieurs navires pirates. Selon la loi impériale, si vous saisissez un navire pirate, tout à bord, y compris le navire lui-même, vous appartient légalement. Heureusement, les navires pirates qu'ils ont pris étaient remplis de trésors volés, et dès que Liam a entendu trésor,
il a immédiatement imaginé des tas d'or et de diamants. Mais Brian lui a dit que le butin valait bien plus que ça. Après avoir tout compté, Meiji a signalé que les navires étaient pleins de métaux rares, comme l'orichalque et l'adamantine. Mais Liam n'était pas impressionné. Ces métaux n'étaient utiles que pour fabriquer des armes, et il espérait quelque chose de plus sophistiqué, peut-être une couronne incrustée de diamants ou un trésor tape à l'œil. Brian ne comprenait pas pourquoi, puisque les diamants dans ce monde étaient des pierres brillantes sans valeur. Et comparé à l'orichalque et à l'adamantite, les diamants et l'or signifiaient rien, mais Liam s'en fichait, il voulait toujours de l'or. Voyant son obsession, Brian l'informa qu'ils avaient aussi trouvé de l'or, et dès que Liam entendit cela, il ordonna à Brian de faire fondre l'or et de fabriquer autant de pièces d'or que possible. Brian demanda ensuite si Liam voulait frapper des pièces avec les autres métaux également, mais Liam n'était pas si imprudent. Il voulait les garder pour fabriquer des armes pour son armée, mais Meiji a interrompu avec un problème sérieux. Il n'avait même pas de forgeron capable de travailler ces types de métaux. En plus de cela, Meiji avait autre chose à signaler. Après avoir effectué des diagnostics sur la flotte militaire de Banfield, environ 10 000 navires au total, il a découvert que la plupart des navires étaient inutiles. En fait, lorsque l'ordre a été donné de se mobiliser contre les pirates, seulement 30% de la flotte était réellement capable de combattre. Liam était honnêtement surpris qu'ils aient réussi à remporter une victoire contre les pirates avec seulement 30% de leur flotte opérationnelle. Mais en réalité, c'était juste parce que les pirates les avaient sous-estimés. Pour le reste de l'Empire, le territoire de Banfield ressemblait encore à un endroit arriéré et pauvre. Région, donc naturellement les pirates ont supposé que ce serait un jeu d'enfant de piller la planète de ressources Banfield. Et dans des circonstances normales, ils l'auraient probablement été. D'accord ? Mais les compétences de pilotage de mecha incroyables de Liam ont complètement changé la donne pour eux. Même ainsi, Liam savait que si les pirates revenaient avec une attaque à grande échelle, ils ne survivraient en aucun cas dans leur état actuel. Liam détestait le fait que plus de 70% des vaisseaux étaient des déchets inutiles. Alors Meiji a proposé une suggestion. Peut-être était-il temps de se débarrasser de tous les navires en panne. Brian a immédiatement répliqué en disant que s'ils se débarrassaient des navires non fonctionnels, leurs statistiques de puissance militaire chuteraient et ils finiraient par ressembler à une cible facile. Bien sûr, c'était un point valable, mais garder tous ces navires en mauvais état n'était pas bon marché non plus. Les seuls coûts d'entretien allaient être un sacré casse-tête, et Liam n'avait absolument aucun intérêt à jeter de l'argent par les fenêtres. Alors il s'est rangé du côté de Meiji. Pour apaiser les inquiétudes de Brian, Meiji a suggéré qu'ils pourraient simplement acheter de nouveaux navires pour remplacer ceux qu'ils abandonnaient. Et comme ils avaient mis la main sur tous ces métaux rares des navires pirates, les vendre devraient couvrir le coût de construction d'une toute nouvelle flotte. Il n'y a pas de problème d'argent. Pendant ce temps, Nias était occupée à faire une présentation dévoilant fièrement son dernier design de navire. Elle était enthousiaste à ce sujet parce qu'elle a réussi à augmenter la production de 7% tout en améliorant la réactivité du navire et en le rendant plus facile à entretenir. Elle a promis que si ces navires étaient approuvés, la flotte de l'armée impériale serait plus forte que jamais. Ensuite est venue la prochaine présentation dirigée par le lieutenant Yulisa Morosil, représentant la 3e usine d'armes. Son nouveau modèle de navire n'était pas conçu uniquement pour le combat. Il était présenté comme un paquebot de croisière de luxe. Il avait tout le style et le raffinement d'un hôtel haut de gamme, rempli d'options de divertissement et d'espaces de loisirs pour s'assurer que l'équipage profite de chaque seconde à bord. Bien sûr, les navires de Nias étaient bien meilleurs en termes de puissance de feu, mais ils ne venaient pas avec un parcours de golf intérieur et un jacuzzi. Et apparemment, cela avait de l'importance, car l'armée impériale a décidé d'acheter chez Yulisa plutôt que chez elle. Nias a essayé de faire valoir que son design était plus solide puisqu'elle avait mis toutes ses ressources pour maximiser ses performances. Mais Yulisa rétorqua que ces navires étaient tout aussi capables au combat. De plus, la force ne dépendait pas uniquement des armes. La puissance d'un navire dépendait aussi de l'équipage à son bord. Et si cet équipage pouvait se détendre dans un bar à bord, après une mission difficile, ils seraient beaucoup plus disposés à se battre de tout leur cœur le lendemain. Alors qu'ils sortaient de la salle de conférence, Yulisa ne pouvait s'empêcher de se vanter que l'Empire ait choisi son design plutôt que celui de Nias. Mais Nias ne se retirait pas. Bien sûr, elle avait perdu ce tour, mais elle jurait que ce n'était pas fini. Elle était déterminée à prouver que son navire était plus fort lors d'une véritable bataille. Le problème, c'est qu'elle avait déjà dépensé tout son fichu budget sur ce projet, et à moins de trouver quelqu'un d'assez fou pour acheter tous ces navires invendus, elle allait devoir déclarer faillite. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'assez stupide pour acheter un design de vaisseau que l'armée impériale avait carrément rejeté, puis ça lui a frappé, elle connaissait quelqu'un. Si Liam était prêt à dépenser de l'argent pour réparer un vieux mécha cassé, alors, bon sang, il n'aurait probablement aucun problème à acheter une flotte de vaisseaux impopulaires. Pendant ce temps, le guide avait passé la plupart de son temps sur Terre, à embêter les gens pour absorber leur misère. Mais honnêtement, rien de tout cela ne se comparait à la souffrance que Liam devait endurer en ce moment. La dernière fois que le guide a vu Liam, il l'a abandonné dans un autre monde avec des parents minables qui l'ont laissé avec leurs dettes,
donc il s'attendait à ce que la vie et le territoire de Liam soient un désastre complet à présent. Mais à sa grande surprise, quand il a vérifié, la planète prospérait étrangement. Alors le guide était furieux, car tout son plan pour faire souffrir Liam était tombé à l'eau. Mais il lui restait encore une chose à vérifier. Lorsque Liam a demandé un professeur d'escrime, le guide l'a intentionnellement envoyé vers Yasushi, un imposteur total qui ne savait pas manier une épée pour sauver sa peau. Il n'y avait donc aucune chance que Liam ait appris quoi que ce soit de légitime de ce clown. Pendant ce temps, dans un bar local, certains habitants discutaient de la bonne santé de l'économie sous le règne de Liam. Tout le monde semblait reconnaissant d'avoir Liam comme seigneur, mais pendant qu'il le louait, Yasushi restait silencieux, pensant que Liam était un monstre effrayant. Yasushi savait qu'il était un imposteur. Il avait donné à Liam des tâches impossibles à maintes reprises, juste pour maintenir l'illusion, espérant qu'il échouerait finalement. Mais d'une manière ou d'une autre, Liam a continué à les réaliser. Et il a même maîtrisé des techniques que Yasushi ne pensait pas être humainement possibles. Le guide a entendu les mots de Yasushi et n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Curieux, il a vérifié où en était Liam et l'a trouvé en plein entraînement. Il a regardé, stupéfait, alors que Liam détruisait complètement un poteau d'entraînement sans même le toucher. Le guide n'en croyait pas ses yeux, car il n'avait pas donné à Liam de pouvoir de triche ou de compétences surpuissantes. Donc tout ce que Liam avait accompli venait uniquement de ses propres efforts. Le guide n'arrivait pas à comprendre comment les choses se passaient aussi bien pour Liam dans un monde comme celui-ci. Et honnêtement, Liam ne s'y attendait pas non plus. Être abandonné par ses parents et endetté à 5 ans était généralement la recette d'une vie gâchée, la vie. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses avaient fonctionné. Maintenant, l'économie dans son territoire était en plein essor, et Liam vivait enfin la vie de ses rêves. Et ironiquement, tout cela est grâce au guide. Tout l'optimisme de Liam laissait un mauvais goût dans la bouche du guide, et honnêtement, il détestait chaque maudit instant. Ayant besoin de se ressourcer, il a absorbé certaines des émotions négatives de Yasushi pour se calmer, retrouvant enfin son calme. Maintenant, il était prêt à recommencer à comploter. Bien sûr, Liam allait bien en ce moment, mais cela le rendait encore plus doux, car plus vous montez haut, plus la chute est dure. Chute! Et le guide avait prévu de rendre la chute de Liam douloureuse comme l'enfer. À ce moment-là, Liam était en train de discuter de la situation du navire avec Meiji, voulant savoir si elle avait trouvé des pistes solides. Meiji a expliqué que l'armée impériale modernisait sa flotte vers un nouveau modèle et vendait ses anciens navires à remise. Même si c'était des modèles dépassés, les vaisseaux impériaux étaient encore incroyablement puissants. Liam était totalement d'accord avec l'idée de les acheter, mais Meiji l'a averti qu'il y avait un hic. Il devrait embaucher tout l'équipage existant qui venait avec les vaisseaux. En gros, l'Empire essayait de se débarrasser de tous les soldats indésirables avec les vieux vaisseaux. Embaucher autant de personnes augmenterait certainement les coûts, mais Meiji pensait que leur budget actuel pouvait le supporter. De plus, beaucoup de ses membres d'équipage étaient des officiers expérimentés avec des connaissances précieuses. Les intégrer renforcerait considérablement la puissance de l'armée de Liam. Présenté ainsi, cela semblait être une affaire solide. Liam a donc accepté sans hésitation. Le guide a écouté tout cela et a vu une opportunité. Il se dit qu'il pourrait transformer cela en une autre étape de son plan pour entraîner Liam dans le désespoir. Il aurait juste besoin de tirer quelques ficelles, d'envoyer des personnes très sincères et honnêtes dans les rangs de Liam, et avec Liam, se pavanant comme un seigneur maléfique, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne se retourne contre lui pour son prétendu tyrannie. Pendant ce temps, Yasushi était affalé chez lui, souffrant d'une gueule de bois brutale, se demandant silencieusement comment sa vie avait pu finir comme ça. Mais alors, il entendit soudain la voix de Nias l'appelant. Lui. Il s'est empressé de se nettoyer, reprenant rapidement son rôle de maître stoïque. Nias avait été sceptique à l'égard de Yasushi au début, mais après avoir vu les progrès de Liam sous son soi-disant entraînement, elle était convaincue qu'il devait être un mentor compétent. Yasushi a été surpris qu'elle vienne le voir d'elle-même. Un instant, il a même pensé qu'il pourrait avoir une chance avec elle, mais non, elle était là seulement pour obtenir des renseignements sur Liam. La façon dont Nias a formulé ses questions a complètement déconcerté Yasushi. Elle voulait savoir comment convaincre Liam d'écouter sa présentation commerciale, mais elle avait peur que cela paraisse impoli si elle se contentait d'aller voir et de demander. Alors, elle s'est tournée vers Yasushi pour lui demander des conseils sur comment mettre un homme de bonne humeur. Yasushi a immédiatement mal compris, car il pensait qu'elle cherchait des moyens de le séduire. En même temps, il s'inquiétait qu'elle le prenne pour un pervers s'il disait quelque chose, mais quand Niase l'a pratiquement supplié de lui dire, implorant comme si sa vie en dépendait, Yasushi a cédé. Sans hésitation, il s'est mis à débiter tous les fantasmes et toutes les situations qu'il n'avait jamais imaginées, aller à fond la caisse avec tous les détails et les codes sources inclus. Nias est restée là, stupéfaite, complètement silencieuse pendant quelques secondes, et Yasushi a commencé à transpirer, inquiet d'avoir peut-être dépassé les bornes. Mais à sa grande surprise, Nias lui a calmement demandé si elle devait aussi porter des bas. Yasushi n'arrivait pas à croire qu'elle ne le prenne pas pour un total pervers après tout ça, mais il hochait la tête, lui disant que les bas étaient vraiment une sacrée bonne idée. Alors Nias le remercia sincèrement pour le conseil. Quelques heures plus tard, Nias s'est présentée au château de Liam pour le voir et elle portait exactement la tenue que Yasushi avait décrite
espérant séduire Liam pour qu'il achète ce qu'elle vendait. Liam pourrait être un peu naïf, mais il n'était pas idiot. Dès qu'il l'a vu, il savait que Niaz préparait quelque chose. Et, connaissant sa façon d'être, il était vraiment évident qu'elle voulait qu'il achète quelque chose. Niaz a admis qu'elle était là pour lui vendre le dernier modèle de vaisseau de combat qu'elle avait construit, mais Liam l'a immédiatement stoppé. Niaz l'a supplié de au moins l'écouter avant de la refuser, mais Liam n'en avait rien à faire. Il n'avait pas besoin d'écouter un discours de vente, car il avait déjà acheté un lot de vaisseaux de combat d'occasion à l'armée impériale, donc il n'avait plus besoin de vaisseaux, point. Encore désespéré, Niaz a continué de pousser, énumérant les spécifications de son navire, et honnêtement, elles étaient impressionnantes. Mais Liam vient de lui dire de les ramener à l'armée impériale si elle était si désireuse de vendre. Niaz a avoué qu'elle avait déjà essayé cela, mais elle avait perdu lors de la démonstration et n'avait réussi à vendre aucun navire. Elle suppliait Liam, lui demandant s'il serait prêt à acheter au moins quelques-uns, ne serait-ce qu'une ou 200 navires, car cela l'aiderait énormément. Elle a même proposé de l'aider à obtenir un prêt si l'argent était le problème. Mais Liam l'a coupé rapidement, lui disant d'arrêter là parce que rien que l'idée de s'endetter à nouveau le rendait malade. Niaz commençait à être vraiment désespérée à ce stade. Elle était tellement désespérée qu'elle a commencé à se déshabiller sur place pour essayer de séduire Liam afin qu'il achète les navires. Mais tout ce que cela a fait, c'est rappeler à Liam comment dans sa vie passée, sa femme détestable avait probablement séduit son fichu patron. Liam savait que Niaz n'était pas ce genre de femme, mais en ce moment, elle avait l'air vraiment pitoyable. Il a soupiré, pensant que la façon la plus rapide de la faire arrêter était simplement d'accepter. Il a demandé à Meiji s'il restait des fonds dans le budget, et Meiji a répondu qu'il pouvait se permettre environ 300 navires. Alors Liam a dit à Niaz qu'il les prendrait, et Niaz a été submergée de gratitude, promettant de livrer les navires immédiatement. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle a trébuché sur ses propres pieds et est tombée brutalement au sol. Liam a dû admettre que Niaz était belle et que ses compétences en conception et en ingénierie étaient de premier ordre. Mais parfois, elle était vraiment un vrai désastre. Dans les couloirs, Niaz était pratiquement en train de sautiller d'excitation alors qu'elle ordonnait à son équipe de préparer 300 navires pour la livraison. Son coordinateur était stupéfait qu'elle ait réellement trouvé quelqu'un prêt à acheter. Mais Niaz a fièrement dit que c'était grâce à son charme inégalable. Pendant ce temps, Liam était allongé dans sa salle du trône, se faisant nettoyer les oreilles par Meiji, complètement détendu car pour lui, tout allait bien. Peu de temps après, Niaz est arrivé avec tous les 300 vaisseaux de guerre qu'elle avait pratiquement contraint Liam à obtenir. Achat, à ce moment-là, la flotte qu'il avait commandée à l'armée impériale est arrivée aussi. Meiji a remis le reçu par téléportation quantique et a insisté pour répéter le mot quantique en demandant son signature. Juste pour l'embêter, Liam a appuyé son pouce contre son légendaire melon, l'appelant son empreinte quantique officielle. Et honnêtement, il avait l'impression de l'avoir mérité. Pendant ce temps, Yasushi était allongé chez lui, toujours en colère et pensant à la manière dont il allait se venger de Liam pour avoir à plusieurs reprises volé Niaz loin de lui. Il repensa à tout le plan de Niaz, frustré qu'elle ait gaspillé ses précieux charmes sur ce gamin obsédé par les poupées. Imaginez les choses que Liam avait dû faire à la pauvre et douce Niaz ne fit qu'énerver davantage Yasushi, et il se promit que Liam paierait chèrement. Alors que la rage de Yasushi montait, le guide est soudain apparu, ayant secrètement observé et absorbé toute la négativité émanant de Yasushi. Le guide était ravi par la colère de Yasushi, et attendait avec impatience comment cela pourrait finalement mener à la chute de Liam. Décidant de placer sa foi en cet imposteur intrigant, le guide est parti dans une autre dimension pour continuer à récolter des émotions négatives ailleurs. Niaz a amené Liam à bord du vaisseau de guerre qu'elle avait construit pour lui faire une visite guidée. Liam n'avait pas de grandes attentes en matière de luxe ou de style de la part de quelqu'un d'aussi ignorant que Niaz. Mais même avec ses faibles normes, il a été déçu par l'intérieur fade. Niaz a essayé d'expliquer que les intérieurs chics étaient purement décoratifs et n'avaient aucune utilité pratique en combat, mais Liam ne voulait rien entendre parce qu'il voulait des décorations. Niaz savait qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre, et elle n'allait pas installer des décorations de luxe inutiles. D'ailleurs, ils ont simplement convenu de ne pas être d'accord et ont continué à discuter de la manière de faire fonctionner le navire. Niaz a commencé à briefer Liam sur les bases du pilotage du vaisseau de combat, y compris la quantité d'énergie qu'il devait utiliser au départ et la fréquence à laquelle il devait changer de carburant. Elle a même essayé de le persuader d'acheter une carte de fidélité, promettant des réductions sur les futurs entretiens, mais Liam a carrément rejeté l'idée. Offre. Passons à autre chose. Niaz montra fièrement à Liam le trône installé sur le pont qui avait encore son film de protection. Elle insista avec enthousiasme pour retirer le film et poussa Liam à conclure l'affaire, essayant désespérément de le séduire pour qu'il signe le reçu. Elle a même suggéré qu'il pourrait utiliser son légendaire melon comme un tampon s'il le souhaitait. Mais Liam semblait totalement indifférent car il l'avait déjà essayé auparavant, les
laissant Niaz se demander s'il était un arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Liam voulait juste terminer cette conversation agaçante rapidement, alors il a finalement accepté de signer le reçu. Cependant, toujours pas entièrement satisfait, Niaz a alors demandé à Liam s'il te plaît, elle voulait ces navires pirates qu'il avait saisis l'autre jour. Liam a immédiatement refusé, déclarant clairement qu'il avait l'intention d'ajouter ces navires pirates capturés à sa propre flotte. Niaz a obstinément continué à insister comme un parasite avide, donc Meiji est intervenu, proposant qu'il remette certains des navires pirates. Niaz, en échange, elle devrait accepter de réparer et d'améliorer les navires restants pour eux. Liam a immédiatement adoré l'idée, car tous ces navires pirates étaient de toute façon essentiellement de la ferraille, et Niaz a accepté l'offre avec plaisir. Elle a admis ouvertement que la seule raison pour laquelle elle était si impatiente d'obtenir les navires pirates était qu'elle voulait étudier leur technologie. Apparemment, les pirates utilisaient une technologie inconnue et un équipement étranger de l'extérieur de l'Empire, et Niaz mourait d'envie d'examiner de plus près leur matériel pour améliorer ses propres conceptions. Mais avant de finaliser l'accord, Liam a décidé d'inspecter personnellement les navires pirates en premier, en emmenant Meiji et Niaz avec lui. Ils sont entrés dans l'un des rares vaisseaux encore en grande partie intact, et Liam a immédiatement remarqué la différence massive à la fois dans la conception et les commandes. Le truc avait littéralement une barre, exactement comme un vieux bateau pirate, et Liam en est instantanément tombé amoureux, à tel point qu'il a décidé sur le coup qu'il voulait le même montage sur son propre cuirassé. Niaz, étant la nerd ennuyeuse qu'elle était, s'est immédiatement lancée dans une longue explication ennuyeuse sur pourquoi c'était une idée terrible, mais Liam l'a rapidement fait taire. En homme de véritable culture, il a clairement indiqué que s'il voulait quelque chose, il l'obtenait, peu importe à quel point elle pensait que c'était inutile. Ignorant son comportement, Niaz explore la pièce avec excitation, s'extasiant à chaque découverte. Pendant ce temps, Liam remarque un petit chien lumineux se dirigeant vers une autre pièce et décide de le suivre. R et Meiji. Finalement, le chien les a conduits directement dans une salle de navigation. En entrant, Liam a déclenché un mécanisme caché dans le sol avec ses pas, ce qui a projeté un hologramme montrant le vol précédent du navire. Chemin. Meiji a rapidement analysé les données, réalisant que ce navire en particulier avait terrorisé tout l'Empire. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était que le vaisseau revenait toujours au même portail de distorsion près de la frontière. Apparemment, cette région était une zone de non-droit au-delà du contrôle direct de l'Empire. Une zone sauvage en première ligne d'un conflit continu entre l'Empire et une autre nation. Liam a immédiatement réalisé que ce portail de distorsion menait probablement directement à la base cachée des pirates. Et après que Meiji ait passé les coordonnées dans ses systèmes, elle a localisé exactement où se trouvait leur repère secret. Elle a commencé à débiter une explication scientifique compliquée sur la difficulté extrême d'atteindre l'endroit, expliquant quelque chose à propos de chemins orbitaux bizarres et de défis de navigation. Mais Liam l'a complètement ignoré. Il était trop occupé à rêver à ce qu'il pourrait y trouver. Il s'était déjà persuadé que cela devait être une île aux trésors secrètes où les pirates cachaient régulièrement tous leurs meilleurs trésors. Butine. Bien sûr, Liam était délirant, comme d'habitude, mais Meiji a décidé de juste laisser la décision à lui. Débordant d'enthousiasme, Liam a immédiatement déclaré que leur flotte partirait immédiatement pour une grande expédition au trésor. Peu de temps après, Goz a reçu la nouvelle que le débiteur, Liam, avait lancé une invasion et avait attaqué et écrasé certains de ses hommes sur les lignes de front. Alors Goz a convoqué ses sous-fifres pathétiques, décidant qu'ils avaient besoin d'être punis pour avoir déshonoré la réputation de pirate en perdant face à un noble de pacotille. Mais avant de s'occuper de ces idiots sans valeur, Goz a ordonné au reste de son équipage de lui apporter la tête de Liam en envoyant tous les hommes disponibles et en déployant toute sa flotte. Pendant ce temps, Liam et sa flotte sont arrivés à la porte de distorsion qui menait directement à la base secrète des pirates. Mais ils ont été immédiatement empêchés d'entrer car apparemment, l'Empire exigeait un lourd péage pour utiliser celle-ci. Portail. L'agent du portail a contacté Liam, expliquant que puisque ce portail de saut couvrait une distance énorme et étant donné que Liam voulait faire sauter une flotte entière de 7000 navires, cela coûterait une fortune. Liam a promis nonchalamment qu'il les rembourserait plus tard. Mais l'officier ne faisait pas du tout confiance à la parole de Liam. Agacé, Liam a demandé à Meiji s'il pouvait trouver quelqu'un de fiable pour se porter garant pour lui. Mais malheureusement, il n'avait absolument aucun contact influent. Liam a essayé d'expliquer à nouveau ses intentions en soulignant qu'il se dirigeait pour se battre avec les pirates. Mais cela a rendu l'officier encore plus hésitant à le laisser passer, étant donné que Liam ne pouvait même pas garantir qu'il survivrait à la bataille, et encore moins effectuer le paiement après. Comme Liam n'avait apporté aucun argent liquide et avait déjà passé plusieurs jours à voyager ici, faire demi-tour n'était tout simplement pas une option. Frustré, Liam a exigé de parler au supérieur de l'officier, mais malheureusement pour lui, cet officier était déjà le plus haut responsable à la porte. Alors Liam a juste piqué une crise et a brusquement mis fin à la communication.
Il a rapidement eu une autre idée, décidant d'essayer de négocier un accord avec l'officier de la porte. Pendant que Liam se débattait désespérément pour persuader l'équipage du portail de distorsion de lui accorder l'accès à travers la porte de Pomonia sans payer le péage, Goz et son propre vaisseau de guerre massif sont arrivés à cette même porte. Contrairement à Liam, Goz avait beaucoup de contacts ici, et même s'il était clairement le méchant dans ce scénario, il n'avait pas à supplier qui que ce soit pour avoir accès, car ceux qui ont l'argent établissent toujours les règles. Lorsque Goz a contacté la station de distorsion, un agent de porte familier l'a accueilli avec enthousiasme, lui demandant où Goz prévoyait d'aller après être entré dans le portail de Pomonia. Goz a répondu sans embâche qu'il avait l'intention de se rendre directement à la porte de Domus. Tout le monde savait que la porte de Domus ne menait pratiquement nulle part d'utile, car il n'y avait pratiquement rien de précieux qu'un criminel comme Goz pouvait y trouver. Confus, l'employé a demandé pourquoi il s'embêterait à aller dans un tel désert, mais Goz l'a informé brusquement que ce n'était pas de ses affaires. Business. Il a déclaré que puisqu'il avait l'argent liquide, il ne devrait pas avoir de problème pour entrer, payant immédiatement les frais requis. En même temps, Liam s'est présenté lui-même au portail de téléportation, pensant que son habileté à parler pourrait enfin ouvrir un chemin. Il s'est approché de l'officier avec confiance et a demandé à passer, mais l'officier lui a dit qu'il n'y avait pas de problème juste avant de lui imposer l'obligation de payer les frais de téléportation. Liam essaie immédiatement de se vanter de son statut, se vantant de son titre de noblesse et promettant qu'il peut obtenir l'argent. Mais l'officier ne bronche même pas. Quand la vantardise échoue, Liam change de tactique, passant à un ton pitoyable, suppliant d'entrer comme si sa vie en dépendait. Mais l'officier reste impassible. Redoublant d'efforts, Liam commence à sangloter et s'incline de manière dramatique. Il prétend qu'il doit rendre visite à sa mère gravement malade et que ce voyage est urgent. L'officier jette un coup d'œil à l'immense flotte que Liam a apportée avec lui et dit sans expression « Vous avez besoin de milliers de navires pour rendre visite à votre mère malade? Elle doit vraiment être très malade. Malade !» Quand cette excuse échoue aussi, Liam improvise de nouveau en disant qu'il veut juste qu'elle voie sa flotte une dernière fois avant qu'elle ne décède. L'officier lui dit calmement de revenir une fois qu'il aura vraiment les fonds, si voir sa mère est vraiment cela. Important. Alors que la discussion se termine, l'officier reçoit une transmission concernant l'autorisation de voyage de Goaz et s'éloigne pour s'occuper de cette affaire. Liam est furieux car il n'arrive pas à croire que ses tactiques de négociation ne fonctionnent pas. Plus maintenant. Il erre avec frustration jusqu'à ce qu'il remarque à nouveau ce chien lumineux bizarre et le suive. Dans la salle de contrôle du travail, le personnel remarque que Goaz est dehors sur le moniteur et réalise immédiatement que la flotte de Liam est toujours en file d'attente dans la zone d'attente. Il est clair que cette rencontre ne sera en rien pacifique. Mais le vrai problème, c'est qu'ils sont ceux qui ont fait l'erreur parce qu'ils ont accepté un paiement d'un pirate notoire sans vérifier sa destination, une négligence qui pourrait les mettre dans de sérieux ennuis. Alors, de manière classique et bureaucratique, ils quittent tous tranquillement la salle de contrôle et prennent une pause collective, espérant qu'au moment où le chaos éclatera, ils auront une raison plausible de dire qu'ils n'étaient pas présents. Une fois la salle vidée, Liam se retrouve là et jette un coup d'œil autour. Il réalise que ce sont les commandes de la porte spatiale et remarque le vaisseau de Goaz en vol stationnaire près de la porte Pulmonia. Il suppose que l'officier a dû se sentir coupable et lui a secrètement donné la permission de passer et a vidé la pièce pour le couvrir. Mais quand Liam regarde à nouveau le terminal, il voit les plateformes de téléportation se déplacer dans des directions opposées. En pensant que l'homme a dû faire une erreur, Liam s'assoit et essaie de corriger le routage. Son intervention désordonnée perturbe involontairement le transfert de Goaz. Chemin. Mais comme la séquence de distorsion continue normalement, Goaz ne remarque rien d'anormal. De nulle part, Madji appelle Liam et lui demande de revenir. À son retour, elle l'informe qu'ils viennent de recevoir une lettre de crédibilité, non pas d'une maison noble, mais de Neas elle-même, car ils ont été l'un de ses meilleurs clients, une faveur remboursée en totalité. Liam sourit clairement satisfait et remarque que les officiers étaient déjà prêts à contourner les règles. Mais maintenant qu'ils ont un soutien officiel, passer ne devrait poser aucun problème. Tout. Il donne à Madji le feu vert pour entrer dans le trou de verre et elle suit l'ordre sans question. Leur voyage vers la porte de Pulmonia commence et, heureusement pour eux, Goaz et son équipage venaient de quitter leur base, complètement inconscient de ce qui arrive. Pendant ce temps, Goaz commence à s'irriter. Il était censé arriver à la porte de Domas dans 30 minutes, mais le voyage a pris beaucoup plus de temps. Il se tourne vers le membre d'équipage pilotant le vaisseau, qui semble aussi inquiet, mais ils finissent par apercevoir une porte devant et supposent qu'ils sont arrivés à destination. Ignorant l'intervention de Liam avec le système de saut, ils la traversent. Mais dès leur arrivée, ils sont accueillis par une mer de lumière d'alerte rouge. Des dizaines de navires de guerre sont prêts et armés, armes chargées. Ils ont atterri directement dans une zone de défense de l'armée impériale. C'est la fin du jeu pour eux, mais c'est une grande victoire pour Liam. De retour à l'extrémité de la Terre, il arrive enfin à son emplacement cible. Madji propose de vérifier les coordonnées, mais Liam l'écarte parce qu'il n'a pas besoin de confirmation. Le grand nombre de navires pirates inactifs au loin montre clairement qu'ils ont trouvé l'île au trésor caché. Madji passe la zone en revue et confirme qu'aucun des navires n'est actuellement activé. Ils sont pris totalement par surprise,
complètement non préparé pour la bataille. Donc Liam ne perd pas de temps, il saisit l'instant et ordonne à Meiji de lancer l'attaque. Attaque. Elle déploie leur navire de guerre tandis que Liam saute dans son mecha et en quelques secondes, il commence à bombarder la base en voyant des missiles pleuvoir sur l'île. Il lâche son coup de poing fusée signature pour anéantir les navires pirates d'un coup, puis enchaîne avec la technique écrasement à vide pour pulvériser le reste. Et ces fichues attaques mettent feu aux navires ennemis un par un, alors Meiji rapporte que l'ensemble de la flotte ennemie a été incendiée. Mais Liam n'est pas encore satisfait. Il n'est pas ici juste pour semer le chaos, il est venu pour le trésor des pirates. Et c'est ce qu'il cherche. Alors, il ordonne à Meiji de déployer les chevaliers mobiles. Elle le fait sans délai, les envoyant tous vers l'énorme île rocheuse devant. Liam regarde l'opération depuis son navire, les yeux brillants, prêt pour la chasse au trésor qui va commencer. Et en quelques secondes, Liam et son unité de chevaliers mecha lancent une attaque à grande échelle sur la planète au trésor, se frayant un chemin à travers son extérieur blindé. Profondément à l'intérieur de l'installation, le scientifique déséquilibré commence à perdre la tête alors que l'attaque incessante de Liam déchiquette les dernières défenses. Il se précipite vers la salle de contrôle pour découvrir qu'ils subissent une invasion totale et que chaque vaisseau pirate gardant l'orbite a déjà été détruit. En même temps, Liam s'enfonce plus profondément dans le cœur de la base et tombe directement sur une escouade de pirates pilotant des mechas de combat. Il ne perd pas de temps à les couper, et quand son capitaine d'unité arrive, Liam a déjà fini de dégager le terrain. Chambre. Le capitaine l'informe que leur côté a également sécurisé la zone, et Liam leur ordonne de continuer à avancer tout en cherchant la salle du trésor. Juste à ce moment-là, il aperçoit à nouveau le chien lumineux et décide de le suivre. Il s'avère que c'était la bonne décision, car cela le mène directement au centre de contrôle principal où le scientifique et son équipe lèvent immédiatement les mains en signe de reddition. Satisfait de la tournure des événements, Liam exige que le scientifique remette chaque dernier morceau de trésor. Frankenstein répond en demandant quel genre de butin il cherche, de l'argent, du butin ou les animaux exotiques que le capitaine pirate Goaz aimait tant. Environ. Liam suppose que le chien brillant devait être l'un de ses animaux de compagnie, alors il demande plus de détails. Le scientifique, interprétant mal l'intérêt de Liam, suppose qu'il n'est qu'un autre sadique comme Goaz, obsédé par la transformation des gens en animaux obéissants, et propose de conditionner les animaux à obéir à tous les ordres de Liam. Liam n'a aucune idée de ce que ce fou raconte, alors le scientifique décide de lui montrer personnellement. Il conduit le groupe dans son laboratoire et dévoile fièrement ses soi-disant créations, des filles qui ont été mutilées et déformées par des expériences horribles. L'un des soldats de Liam vomit immédiatement à cette vue, incapable de supporter cela. Alors que le capitaine de l'équipe réprimande l'homme pour être une mauviette, Liam avance et s'arrête net en apercevant une fille en particulier. Le scientifique s'anime et explique que Liam a bon goût car celle-ci était la possession la plus précieuse de Goaz, son œuvre ultime. Il n'arrête pas de se vanter de la façon dont cette fille est son chef-d'œuvre, mais l'expression de Liam s'assombrit. Les souvenirs de son ancienne vie, d'avoir été traité comme un déchet, déshumanisé, traversent son esprit et il sent quelque chose se casser, sans un mot, tandis que le scientifique est encore en train de parler, Liam lève son arme et tire une balle dans son crâne. Et ce fut la fin de Frankenstein. Liam commence alors à inspecter le laboratoire, mais une voix entente fait son apparition, et il s'avère que c'est Christiana, la fille mutée avec des yeux incrustés dans sa des palmiers. Elle demande calmement qui il est et Liam se présente, déclarant simplement que la planète lui appartient désormais et que le fou qui l'a dirigée est mort. En entendant cela, Christiana commence à sangloter, pensant que peut-être, juste peut-être, son cauchemar touche enfin à sa fin. En larmes, elle supplie Liam de mettre fin à ses souffrances ainsi qu'à celles des autres, car aucun d'eux ne peut revenir à une vie normale après ce qui leur a été fait. Mais Liam ne flanche pas. Il lui dit qu'il va les sauver toutes, et en retour, il s'attend à ce qu'elle rende l'appareil un jour. Sur ce, il se tourne pour partir, disant à ses troupes d'appeler les médecins et de commencer à transporter les filles vers le vaisseau pour traitement. Christiana crie à nouveau, le suppliant de reconsidérer, sachant pertinemment qu'il n'y a aucun moyen d'inverser les horreurs qu'ils ont subies. Le capitaine de l'équipe a de la peine pour elle, mais suit quand même les ordres. Il essaie doucement de raisonner avec Liam, expliquant que guérir les filles nécessiterait une reconstruction biologique complète, signifiant élixir rare et spécialistes médicaux de haut niveau. Le processus serait incroyablement coûteux, et à ses yeux, les sauver n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais Liam ignore cela et dit simplement qu'il est de bonne humeur aujourd'hui et que faire quelque chose de bien de temps en temps ne le tuera pas. Juste à temps, Meiji le contacte pour lui dire qu'ils ont trouvé le véritable coffre au trésor et Liam sourit du timing car maintenant ils ont les fonds pour payer pour les filles traitement. En même temps, Christiana continue de pleurer, sa voix tremblante alors qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle a perdu. Elle était autrefois la princesse chevalière du Saint-Royaume, une héroïne nationale respectée et admirée pour ses victoires contre les factions de pirates. Mais le jour où elle a confronté Goaz et son équipe,
ils l'ont attirée dans un piège et l'ont prise en otage. Juste après cela, elle a regardé avec horreur alors qu'il détruisait son monde natal sous ses yeux. Sa famille lui avait fait confiance à la barrière protectrice de l'Alliance Unie, mais il devint clair qu'ils avaient été trahis. Les défenses ont échoué et en un clin d'œil, toute la planète a disparu dans une tempête de feu et de poussière. Le monde de Christiana s'était déjà effondré, mais son cauchemar était loin d'être terminé. Après avoir anéanti sa patrie, Goaz l'a emmenée, elle et les autres survivants, sur sa soi-disant île au trésor. Ses coéquipiers étaient terrifiés au-delà des mots, mais Christiana s'accrochait à l'espoir qui lui restait, rassurant les autres que quelqu'un, n'importe qui, viendrait les sauver. Et elle a refusé de croire que leur destin était scellé. Quand Goaz est finalement arrivé, Christiana l'a accueilli avec défi. Elle lui a dit de mettre fin à sa vie sur le champ si c'était ce qu'il voulait, car elle préférait mourir plutôt que d'être dégradée et manipulée. Mais Goaz a simplement ri, disant que si la tuer était le but, il l'aurait déjà fait. Il a clairement indiqué que la seule raison pour laquelle ils étaient tous encore en vie était parce qu'il avait l'intention de les ajouter tous un par un à sa collection personnelle. Puis, avec un sourire tordu, il a annoncé qu'il était d'humeur généreuse et qu'il laisserait une fille partir libre, mais il a exigé que Christiana choisisse. Coincée et incertaine de ce qu'il fallait faire, elle a choisi la fille qui semblait la plus terrifiée, pensant qu'elle pourrait être en train de l'épargner, elle. Mais tout cela n'était qu'un cruel stratagème, car au moment où elle prononçait le nom de la fille, Goaz la livra au scientifique, qui ressemblait à Gollum, qu'il a entraîné avec joie pour être le premier sujet de test. Le scientifique grotesque s'est transformé en une abomination à plusieurs membres et a commencé à ouvrir la fille pendant qu'elle criait. Christiana est devenue folle d'horreur et a supplié d'arrêter, mais Goaz a juste ri en face, lui disant que s'il arrêtait maintenant, la fille mourrait. Complètement brisée, Christiana a dû regarder tandis que la fille qu'elle essayait de sauver était transformée en une version déformée et méconnaissable. Créature. Goaz s'est penché et a chuchoté que ce n'était que le début, et il a promis que Christiana deviendrait quelque chose de beaucoup plus magnifique. Tremblante, elle exigea de savoir comment quelqu'un pouvait prendre plaisir à cela. Et il répondit sans hésitation, c'était une pure satisfaction. Goaz a dit que la vie avait été cruelle avec lui, le maudissant avec un visage laid. Alors il prend cette douleur et transforme les belles femmes en monstres. Alors les regarder s'effondrer de l'intérieur était son idée de s'amuser. Puis il l'a forcé à s'asseoir sur la chaise d'opération et toute la force de Christiana a disparu. Elle a supplié, elle a pleuré, elle a promis n'importe quoi, obéissance, loyauté, soumission, s'il la laissait partir. Mais Goaz lui a dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il l'avait gardée pour la fin exprès parce qu'il voulait la voir tomber le plus durement, souffrir le plus longtemps. Il a alors ordonné à Gollum de lui arracher les yeux et de les enfoncer dans ses paumes pour que même sans miroir, elle puisse toujours voir le monstre qu'elle était devenue. Personne n'écoutait ses cris. Et tout simplement, Christiana a été transformée au-delà de toute reconnaissance, maudite pour être son animal de compagnie préféré. Et puis, une par une, les autres filles ont été entraînées pour partager le même sort. De retour sur son territoire, Liam vient de rentrer du raid de pirates lorsque Nias se présente à son domaine. Elle a entendu parler de sa victoire à la base pirate et commence immédiatement à présenter son prochain plan. Elle veut qu'il achète encore plus de vaisseaux de combat pour célébrer le victoire. Liam lui dit d'arrêter avec les coups d'argent, mais Nias soutient que ses cuirassés ont joué un grand rôle dans le succès du raid, et puisque Liam a gagné une grosse somme, il devrait investir un peu d'argent dans ses produits. Elle essaie à nouveau sa vieille routine de flirt et de taquinerie, mais cette fois-ci, Liam n'y croit pas et lui dit de fermer sa foutue bouche. Quand la séduction échoue, et que même ses menaces discrètes n'ont aucun effet, elle lui rappelle qu'elle est celle qui lui a donné accès au portail de distorsion en premier lieu. Et cela finit par faire s'arrêter et écouter Liam pour le moment. Il se tourne vers Meiji et lui demande combien de navires ils peuvent réellement s'offrir avec le butin. Elle fait le calcul et explique qu'après avoir déduit les coûts nécessaires, ils peuvent encore acheter jusqu'à 5000 navires. La mâchoire de Liam s'effondre pratiquement, mais avant qu'il puisse s'en rendre compte, Nadja sort de la pièce en courant, criant qu'elle va préparer la commande de 5000 unités tout de suite. Liam se précipite après elle dans la panique, essayant d'arrêter cette folle avant qu'elle ne passe réellement cette commande immense. Ailleurs dans le palais, Yasushi erre dans les couloirs, essayant de trouver une nouvelle excuse pour obtenir un peu plus de financement de Liam. À ce moment-là, il remarque Nadja se passant devant tout en étant en appel vidéo, disant fièrement à son collègue qu'elle vient de conclure une vente importante avec Liam en vendant jusqu'au dernier morceau de son stock. Fierté. Comme d'habitude, Yasushi comprend complètement mal la situation et suppose que Liam traite à nouveau Nadja comme un jouet personnel. Et il s'énerve, ce qui rend le type qui rôde extrêmement heureux, car il attendait en espérant que Liam tomberait dans des émotions plus sombres. Pendant ce temps, Liam est occupé à chercher Najas, mais Yasushi le croise en premier et l'appelle. Il emmène Liam sur le terrain d'entraînement où les choses dégénèrent immédiatement. Liam a les yeux bandés
On lui donne une épée incroyablement lourde et on lui dit de se préparer pour un autre des entraînements fous de Yasushi. Routine. Cette fois, des dizaines de drones l'entourent et lancent des balles de tennis à toute allure dans toutes les directions. Liam n'a aucune chance et se fait encore avoir. Et juste au moment où ça ne pourrait pas être pire, Yasushi augmente encore l'intensité. Liam tombe au sol, gémissant qu'il n'y a aucun moyen pour lui de se défendre contre tout avec une seule lame. Mais Yasushi ne s'intéresse pas aux excuses. Il dit à Liam de se taire et de trouver une solution par lui-même. Alors, Liam se dit qu'il est peut-être temps d'essayer à nouveau la magie, comme il l'a fait auparavant. Mais cette fois, il inverse la situation et l'utilise pour se défendre. Il se concentre, canalise son énergie et bam, il forme une barrière solide sans effort. Les balles de tennis commencent à rebondir dessus comme des mouches sur du verre et Yasushi regarde complètement stupéfait pendant que Liam dit qu'il a enfin compris. Et sans perdre une seconde, il ajuste le sort et renvoie chaque balle directement aux drones qui les ont tirés. Et en quelques secondes, tous les seins est détruit. Il retire son bandeau et se tourne vers Yasushi, demandant fièrement s'il a réussi. Mais Yasushi, qui a été touché par plusieurs tirs égaré, est trop stupéfait pour répondre. Il commence à paniquer, réalisant que Liam est peut-être vraiment un prodige, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre toute l'arnaque. Il a déjà éliminé des officiers corrompus et détruit des flottes de pirates, donc le jour où il comprendra que Yasushi bluffe depuis le début est le jour où la tête de Yasushi se retrouve sur une pique. Alors, il se dit qu'il doit partir avant qu'il ne soit trop tard et commence à s'éclipser discrètement. Liam le remarque et demande où il va. Et Yasushi, essayant de garder la face, dit qu'il n'a plus rien à enseigner. Il dit à Liam qu'il a tout appris et qu'à partir de maintenant, il doit suivre son propre chemin car le véritable art de l'épée ne se termine jamais. Liam proteste, criant qu'il ne veut pas que cela se termine ici. Et il veut toujours s'entraîner. Mais Yasushi riposte en disant que Liam doit arrêter de se comporter comme un enfant gâté. Frère, il prétend qu'il est encore étudiant lui-même, toujours en train d'apprendre, et si Liam continue à s'accrocher à lui comme ça, cela va juste les retenir tous les deux. Retour. Puis il se retourne avec ce flair dramatique et déclare que Liam a officiellement obtenu son diplôme. Il est maintenant un véritable maître de la voie du Flash, et en tant que successeur légitime, c'est son devoir de répandre leur style d'épée à travers le monde. Univers. Liam hoche la tête avec fierté et honneur, disant qu'il poursuivra les enseignements de toutes ses forces, et dès qu'il tourne le dos, Yasushi s'enfuit comme si sa vie en dépendait. Liam, quant à lui, se sent plus satisfait que jamais. Sa dette diminue, son territoire prospère, il a vaincu des pirates, et maintenant même son maître l'a reconnu. Alors, il se tourne vers le ciel et remercie le guide pour tout. Le gremlin lubrique, entendant cela, se téléporte immédiatement dans un autre royaume avant que les vibrations damnées de Liam ne l'oblitèrent définitivement. Merci de regarder. Si vous avez aimé le récapitulatif et êtes impatient de voir le prochain épisode, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos résumés quotidiens.